I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce-des-queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 29e épisode de la 7e saison de The Cinema Show, votre rendez-vous cinéphilique du mercredi. Que vous soyez en live sur Twitch, sur les ondes radio du 102.2 FM ou en rediffusion sur YouTube, vous êtes au bon endroit pour être tenu au courant de l'actualité cinéma. Aujourd'hui, c'est une émission assez particulière pour deux raisons. Et c'est surtout une journée particulière pour deux raisons. Premièrement, si vous avez suivi l'émission la semaine dernière, vous devez peut-être vous rappeler que c'est Marie qui avait dû être annoncée à la présentation. Et cette dernière étant malheureusement malade, et on lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. C'est donc moi qui prends les commandes de cette émission, où je n'aurais même pas dû être... Hélas. Commencez pas à vous plaindre, sinon vous allez finir dehors. Donc je prends les commandes de cette émission où je n'aurais même pas dû être présent. Et finalement, je me suis retrouvé à rédiger le quiz, les news, l'intégralité du fil du conducteur et l'émission. Enfin donc voilà. Vous aurez une émission 100% Maxime ce soir, voilà, pour le plus grand bonheur, je l'espère. Attention, portable. La deuxième chose qui fait que cette journée est particulière, c'est que c'est l'anniversaire de ma maman. Voilà, je sais qu'elle m'écoutera absolument pas ce soir parce qu'elle est au restaurant avec mon papa, mais je tiens à lui dire que je l'aime très fort, même si j'en donne pas souvent l'impression. Voilà. Sur cette touche de gentillesse, il est temps de vous présenter mes chroniqueurs de ce soir, parce que écrire toutes les chroniques de l'émission, ça va bien 5 minutes, mais je vais pas devoir les présenter tout seul quand même. C'est donc pour cela ce soir que nous avons un casting extrêmement complet et varié. Il est la deuxième personne à avoir été le plus présent dans les émissions de cette année, après votre humble présentateur de ce soir évidemment, c'est Hugo. Comment ça va Hugo ? Ça va et toi ? Ça va très bien. On a vraiment deux vieux à côté de nous, donc c'est sympa. Vieux, non, je dirais expérimenté s'il te plaît. Respecte nos aïeux. C'est que c'est quand même... Les pattes carrément. Ouais, non mais voilà quand même, c'est vers eux que tu te tournes quand t'as besoin d'argent. Il passe sa tête dans l'émission 3 fois par an, mais toujours pour donner des analyses pertinentes et des critiques constructives, c'est Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Je pensais que c'était pas pour moi, tu vois. Non, mais je parlais des critiques constructives surtout parce que je trouve, et c'était très intéressant ce que t'as dit sur les DVD quand t'étais venu la dernière fois. Ah ouais, du coup la barre est super haute. Parce que vraiment, c'est mon domaine d'activité, donc je connais, mais là... Voilà. Il n'y a pas les DVD. Il n'y a plus du sujet en fait, je peux m'en aller si tu veux. Tu peux essayer de parler des DVD sur les films de ce soir, peut-être. Le DVD de Mikado, peut-être. Voilà, peut-être. Il est de retour après tellement de temps qu'on est en droit de se poser la question de si c'est sa toute première émission ce soir. C'est Florent. Bonsoir, merci pour cette présentation. En fait, je suis trop heureux d'être avec le légendaire Maxime à la présentation. Enfin, pour moi, c'est un rêve que je coche, que j'accomplis encore ce soir. Est-ce que tu peux un tout petit peu plus me lécher les bournes Marie, reviens s'il te plaît. Marie, reviens vite. Non mais c'est bien si vous me faites de la lèche, c'est sympa, c'est bonne ambiance. En voilà un par contre pour qui c'est véritablement sa première émission au sein de la radio. Il est là pour compenser la présence des vieux ce soir, c'est Costa. Compenser, c'est super sympa, merci beaucoup. Je sais pas si je suis meilleur pour la fin, tu vois. En tout cas, je suis venu avec une besace, et cette besace, elle est pleine d'amour. Voilà. Mais est-ce qu'elle est surtout pleine de critiques ? Non, pas ce soir en tout cas. Voilà. Bon. Eh ben on verra ça ce soir. On n'oublie pas également toutes les personnes en régie, à savoir Yanis au son et Simon à la vidéo, sans qui cette émission ne serait pas possible. Ce soir, 3 films sont au programme, 3 films que je n'ai malheureusement pas vus. Il s'agit donc de La jeune fille à l'aiguille de Magnus von Horn, Voyage avec mon père de Julia von Heinz et Mikado de Baya Kamzi. Baya Kamzi sera d'ailleurs notre invité ce soir dans notre partie interview pour nous parler de son dernier film. On aura également les news présentées par Hugo, les débats sur les films de ce soir, le quiz que je présenterai et les recommandations de l'équipe. Mais tout d'abord, place aux news de la semaine. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news.
Commençons cette page de news avec le traditionnel mercato de la semaine. Tout d'abord, on a eu du nouveau concernant l'adaptation du jeu vidéo Death Stranding, qui était déjà annoncé, réalisé en association avec la société indépendante A24 depuis fin 2023. Le jeu vidéo, à succès de Hideo Kojima, maître incontesté du 10e art, vient cette semaine de trouver son réalisateur, à savoir Michael Swarnowski, qu'on a vu récemment à la réalisation de Saint-Jean-Brouille jour 1. D'autres noms ont été annoncés à la production comme Alan Hugar ou encore Ari Aster, à qui on doit Midsommar. Côté casting et autres noms à la production, rien n'est confirmé. Mais on peut déjà suggérer que les grandes figures présentes dans le jeu vidéo seront également là dans l'adaptation au cinéma. On risque donc de très probablement apercevoir Margaret Qualley, Guillermo del Toro, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen et bien évidemment Norman Reedus, protagoniste principal de la série des jeux vidéo. Pour rappel, ce dernier incarne donc dans le jeu un livreur devant faire revenir l'espoir dans un monde dévasté où la vie et la mort doivent cohabiter. En attendant la sortie du film, on entend celle de Death Stranding 2, prévue le 16 juin sur PS5. On continue ce mercato avec l'annonce d'un remake qui vient de tomber. Il y a peu à savoir que le réalisateur Sam Rush, qui est à l'origine du Eras Tour, le film sur la tournée mondiale de la chanteuse Taylor Swift, compte réaliser un remake du film Bodyguard, sorti en 1992. Le réalisateur, qui avait également réalisé les films de tournée de Billie Eilish et de Sabrina Carpenter, va donc totalement changer de registre. Pour rappel, le film original réalisé par Mike Jackson suit l'histoire d'amour entre l'ancien agent des services secrets Frank Farmer et la superstar Rachel Marron, interprétée à l'époque par la chanteuse Whitney Houston. Aucun casting n'est confirmé, mais là encore, les rumeurs et les théories circulent. Les fans du film original ont l'air de partir sur l'hypothèse que Taylor Swift et Idris Elba formeraient le duo de protagonistes. Le film original avait remporté 400 millions de dollars au box-office lors de sa sortie. À voir si ce remake aura son succès également. On termine ce mercato avec une annonce sortie hier, à qui a de quoi ravir les fans de Godzilla Minus One. En effet, on vient d'apprendre que le film sorti en 2023 et qui, avec son petit budget de 15 millions de dollars, avait coupé l'herbe sous le pied des gros films américains en remportant l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, va avoir le droit à une suite. Elle sera réalisée par Takashi Yamazaki, qui avait justement réalisé l'opus précédent, et sachant que le film s'était terminé avec quelques mystères non résolus et qu'il avait remporté un grand succès à l'international. Il est donc prévisible de voir une suite arriver prochainement. Le tournage devrait débuter cet été et aucun casting n'a été confirmé, même s'il est plus qu'évident que les acteurs du premier film se retrouvent parachutés dans le second. Une réaction sur le mercato de cette semaine? Moi, je suis très hypé pour l'adaptation de Death Stranding. Alors, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais moi, à partir du moment où il y a Norman Reedus dans un projet depuis oh, le mouton, ouais. Non, mais vraiment depuis The Walking Dead, je suis en fixette sur lui, donc vraiment, je peux que valider. C'est un bel homme, écoute. Bien sûr, voilà. Je te comprends. Et après, pour le reste, l'adaptation de Bodyguard, je sais pas. Pourquoi pas, mais sans plus. C'est très marrant. Je sais pas. C'est un Swifties, quoi. Ouais, un Swifties qui fait un petit film, un petit remake, son petit plaisir. Que du bonheur. Après, je pense j'ai coupé la parole à quelqu'un. Continue. Vas-y. Non, mais je disais, l'observation qu'on peut faire, c'est que au final, on voit que c'est des productions qui sont le cinéma limite devenu une plateforme transmédia qui permet de ramener non pas le public des jeux vidéo au cinéma, mais plutôt le public du cinéma vers les jeux vidéo, comme on l'avait vu avec Minecraft. Mais là, j'ai l'impression que c'est aussi le cas parce que il y a une actualité des jeux vidéo de cette licence-là. Et pour le cas de Bodyguard, c'est un cas un peu différent, mais même en 92, il me semble que c'était l'une des BO, et même je crois que c'est toujours le cas, une des BO les plus vendues. Il y avait I Will Always Love You qui était dans le film. Magnifique accent en anglais. Et il me semble que c'est toujours la BO la plus vendue, ou en tout cas elle est dans le top 3. Et il me semble que c'est un peu le but aussi, parce que si ce gars-là donc a fait Taylor Swift et Billie Eilish, il filme la tournée. Je me dis que ça doit être avec l'une de ses chanteuses, et effectivement, je pense que ça pour mettre en avant aussi sa carrière musicale. Et j'ai l'impression que du coup, c'est un usage du cinéma qui est un peu différent. C'est que finalement, limite, c'est de la promo, un peu comme ce qu'on a vu sur les productions Lego.
t'as l'impression que c'est limite des productions qui sont des publicités pour des artistes, pour des jeux vidéo. Un peu comme le film Barbie aussi, par exemple. Ouais, ça dépend qui tu mets à la barre de ces projets-là, mais effectivement, c'est vraiment bizarre la façon dont on utilise le cinéma en ce moment, en tout cas depuis quelques années. Après, Hideo Kojima est quand même réputé pour avoir des films, des jeux vidéo très cinématographiques. Ouais. Parce que justement, là, Guillermo del Toro, au fait, il est pas présent dans le jeu, mais il est présent surtout dans l'écriture du jeu et la manière de le mettre en scène. Quand tu l'as dit, j'ai cru qu'il était au casting. Il est au casting aussi. Il est au casting aussi. Il a un rôle aussi dans. D'accord. Mais Simon me fait des signes pour me dire qu'il est au casting aussi. Ouais. Mais c'est pas étonnant parce que de toute façon, Hideo Kojima, quand il fait un jeu vidéo, au fait, il le construit limite comme un film. Donc, il y a aucun doute là-dessus que le film sera, je pense, extrêmement bien écrit. Voilà, j'espère qu'il y aura des DVD. Raph, c'est pour toi. J'espère qu'il y aura des DVD de tous les films là. Tous. Le format physique. On enchaîne cette page de news avec les films sélectionnés à Cannes qui se dévoilent. Accrochez-vous bien parce que je pense que cette année, en plus d'avoir une quantité de films très attendus, quelque chose me dit que la compétition pour les prix à Cannes va être rude. Tout d'abord, dans les films inclus dans la sélection officielle qui ont été dévoilés jeudi dernier, on retrouve notamment The Funny Shame de Wes Anderson, Eddington d'Ari Aster, Jeune mère, une grande surprise des frères Dardenne, Alpha de Julia Ducournau, La petite dernière de Ajafia Herzi, Sentimental Value de Joachim Trier. Au total, 19 films ont été annoncés dans la sélection officielle et la liste devait être probablement s'allonger dans les jours qui viennent. Une seule certitude, en revanche, le prochain film de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, semble définitivement absent pour tenter d'aller chercher la Palme d'Or. Pour ce qui est des films de hors compétition, nous avons donc notamment La venue de l'avenir de Cédric Klapisch, Mission Impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie, Hack to l'Ouest de Spike Lee, Vie privée de Rebecca Zlotowski, et enfin pour ce qui est de la catégorie Un certain regard, on a notamment L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, Ursine de Harris Dickinson, Eleanor Jegret de Scarlett Johansson, Once Upon a Time in Gaza de Arab Tarjan et Nasser. Et enfin, pour finir, pour ce qui est des films de Cannes Première, nous avons donc notamment Harum de Fatim Akin, Speedwin de Michael Angel Covino, Orwell de 2 plus 2 est égal à 5 de Raoul Peck et enfin Connemara d'Alex Lutz. Une réaction sur ces sélections à Cannes et les films présentés? Alors Connemara, les lacs du Connemara, il y a un lien avec la musique que j'adore. Peut-être. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au casting de Connemara d'Alex Lutz, il y a notamment Bastien Bouillon, si je dis pas de bêtises. Voilà. D'accord. La classe. Mais c'est tout ce que. Je connais pas cette personne. Bastien Bouillon, on l'a vu récemment dans Monsieur Aznavour. Et La Nuit du 12 aussi. C'est incroyable comme film. Meilleur espoir pour La Nuit du 12. Et puis sinon pour la sélection officielle, après pour la plupart c'est des cinéastes, j'ai très peu vu leurs films pour le coup malheureusement. Il y a peut-être Julia Ducournau, je sais que j'ai vu Titane, mais pour le reste je sais pas. Donc je sais absolument pas à quoi m'attendre. Moi j'avoue que le film de Joachim Trier, il y a peu de temps j'ai découvert Julia en 12 chapitres, enfin The Worst, et je suis tombé amoureux de ce film. Et du coup j'attends beaucoup le prochain quoi. Donc c'est le film que j'attends le plus je pense. Mais du coup, on se fait toujours une réflexion avec Cannes chaque année, c'est que ça y est, c'est officiel avec la multiplication des différentes sélections, Cannes première, séance spéciale, avant-première, je sais pas quoi, c'est juste la réunion des gros réalisateurs. Enfin, il n'y a plus genre la découverte de la pépite de la compétition, enfin, ils ont flashé sur un petit film. Il y a quand même un premier film un ouverture. Donc ça peut créer la surprise quand même, c'est la première fois que ça arrive. Oui, mais pour le coup, c'est un film qui est adapté d'un court-métrage qui a déjà été récompensé au César. C'est pas... Enfin, je trouve que Cannes n'est plus forcément le lieu, enfin en tout cas pour la compétition officielle, de un cinéaste qui émerge, etc. C'est un peu juste la réunion de ceux qui ont la carte et qui viennent tous les ans. Après, il y en a aussi qui font certains premiers films, parce que je pense notamment, là, cette année, on a le premier film réalisé par Scarlett Johansson aussi. Ouais, dans Un certain regard, qui est un peu plus... Et c'est Scarlett Johansson. Ouais, c'est quand même déjà un gros nom, c'est vrai, ouais, effectivement. Pas du tout connu. Faut des gros noms. Après, il y avait Julien Redgel, je me souviens de son nom parce que c'est mes initiales, qui est le directeur de la Quinzaine, qui expliquait justement que, en fait, la Quinzaine a fait, du coup, lui, il est directeur depuis 2023, je crois. Il a un peu rebattu un peu les cartes de ce que devait être la ligne éditoriale de la
de la quinzaine, justement parce que en fait Thierry Frémaux a voulu que la partie Un certain regard soit vraiment de la recherche, vraiment quelque chose de très pointu justement, et des premiers films. Et la quinzaine, c'est devenu un truc, il y a beaucoup de premiers films, là c'est tombé je crois aujourd'hui, la quinzaine. Il y a beaucoup de premiers films, c'est beaucoup plus là où tu vas trouver des nouveaux cinéastes, parce que c'est revenu aussi à la base de la quinzaine des cinéastes, c'était vraiment de valoriser des nouveaux talents. Bon, la semaine de la critique évidemment c'est ça, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a moins de surprises, même si il y a quand même Renoir de Shi Hayakawa en compétition, qui est un film Rozoom. Bien sûr. Je me demandais en compétition aussi, il y a les frères Dardenne, on les connaît pas eux. Non. Oui, c'est aussi, c'est la nouveauté, mais bon. Non, mais ce que j'aime bien avec Cannes, c'est que en tant que jeune cinéphile qui débute, aller à Cannes, ça me permet de découvrir des œuvres, même si c'est des réalisateurs connus pour le milieu. Mais moi, j'ai découvert à Cannes, par exemple, le réalisateur de... J'ai oublié son nom. Quincy Khan, le réalisateur de la passion de Dodem Bouffant. Ah oui. Donc, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi détesté certains réalisateurs qui étaient là, comme la réalisatrice de l'été dernier, que j'ai détesté. Et donc, Catherine Breillat, j'avais oublié son prénom. Et du coup, ça permet aux jeunes cinéphiles comme moi de découvrir un peu plus les réalisateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on termine cette page de news avec la fin des audiences de la commission sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture. Après 85 auditions, 118 heures d'échange et 350 professionnels interrogés, la commission a relevé 4 constats principaux favorisant les comportements sexistes et sexuels dans le monde culturel. Tout d'abord, des défaillances systémiques favorisant l'apparition et le développement des comportements violents et sexistes. La précarité des professionnels du secteur ayant massivement recours à l'intermittence, couplée au culte de la célébrité, favorisant les abus. Le silence sur les violences à caractère sexiste et sexuel sont entretenus à cause de la peur du blacklistage. Le cadre juridique renforcé par le mouvement MeToo reste encore beaucoup trop méconnu par les employeurs. En vue de stopper ces comportements qui nuisent aux conditions de travail et aux victimes qui subissent ces actes, la commission dont fait partie Sandrine Rousseau et Juliette Godrèche a établi les recommandations suivantes. Interdire la représentation sexualisée des mineurs à l'écran. Entendre la présence obligatoire d'un responsable des enfants à toutes les productions artistiques. Contrôler l'honorabilité de toutes les personnes amenées à encadrer des enfants dans le secteur culturel et rendre obligatoire un niveau de diplôme minimum pour l'encadrement des enfants. Assurer un contrôle de l'inspection du travail par le détachement de l'inspecteur auprès du CNC. Rendre obligatoire les scènes d'intimité des productions cinématographiques et audiovisuelles. Rendre obligatoire et encadrer. Obliger les employeurs à signaler au procureur les faits de violence sexuelle dont ils ont connaissance. Alors, une réaction sur ce résultat de cette commission ? Et bah déjà je trouve qu'on est extrêmement mal placé pour parler de ça puisqu'on est 5 hommes autour de cette table, vraiment. Voilà, c'est fou qu'à chaque fois dans ce format d'émission on est vraiment 5 hommes pour parler de féminisme. Alors, c'est horrible. C'est pas vrai, on peut pas en parler. Oui, c'est juste bien que, sûr, effectivement, le point de vue n'est pas, on va dire, celui d'une femme. Tu nous manques, Marie. Après, il y a certains enfants et hommes qui peuvent être victimes aussi. Bien sûr. On est tous concernés par ça. Carrément. Mais sinon, pour en parler, je trouve que c'est bien que ça avance par rapport à que au moins le cinéma avance un peu aussi de son côté à lui. C'est tant mieux. Après aussi, je pense qu'il y a un chose de plus profond, c'est qu'en fait aussi en France, le système de production d'un tournage, en tout cas, est très hiérarchique. Et en fait aussi ce côté très hiérarchique, et bah aussi il amène à forcément des abus de pouvoir. Et ça aussi a changé peut-être aussi une manière de travailler moins hiérarchique où il n'y a pas un chef de poste à chaque département, où il y a un peu plus une répartition plus équitable du pouvoir. En tout cas, je pense qu'il y a aussi ça à voir, quoi. Mais c'est déjà bien si on commence à avancer. Bah, il serait temps surtout quand même. Oui, carrément. Là où en vrai c'est un peu faux, ça, c'est que ça fait des années quand même qu'il y a au CNC, tu dois pour demander une subvention, tu dois faire une formation sur les violences sexistes et sexuelles. Et du coup tout ça existe déjà. Oui. Et c'est ça qui est plutôt étonnant. Alarmant, c'est que tu dis en fait. Bah, il y a déjà des choses qui ont été mises en place il y a quelques années. Il n'y a pas de résultat. À part la commission, la formation qui est possible, c'était pas obligatoire en fait. Ouais.
C'était ça le problème. Là, il faut rendre ça obligatoire, je pense, maintenant. C'est fou qu'on soit obligé de rendre des choses comme ça obligatoires pour qu'on puisse changer les mentalités. Et puis honnêtement, après, c'est pas la formation qui va vraiment aider. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, sur les tournages, en fait, en gros, l'équipe élise par un vote des représentants qui, en fait, en gros, sont des référents harcèlement. Et ça, par contre, je trouve que c'est des choses qui, en fait, vu qu'ils sont au quotidien sur un tournage ou en tout cas sur le processus de fabrication d'un film, et bah forcément, du coup, vu qu'ils sont ancrés au quotidien, et bah là, ils peuvent beaucoup plus agir. Et c'est ce genre de choses qui peuvent vraiment amener à des trucs. Voilà. Et bah écoute, merci Hugo pour ces news. Et puis on enchaîne tout de suite avec les débats de la semaine. Et on commence sans plus tarder avec La jeune fille à l'aiguille, 3e long métrage du réalisateur suédois Magnus von Horn. Alors, est-ce que cet habitué du court métrage aura su convaincre nos chroniqueurs dans un format cinématographique plus long? On regarde ça tout de suite. Jeg er ked af det, Karoline, men jeg er nødt til at bede dem flytte. Jeg bor her. Jamen, de betaler jo ikke. Du forsinker tempoet. Men det er fordi nålen knækker hele tiden. Jeg gør det så. Det er syrsken, de vil se. Noget nyt om deres mand? Nej. Hvordan klarer de dem? Jeg er blevet sat ud af min lejlighed. Det er smuk. Krigen er slut! Tyskland har overgivet sig! Hvad foregår der? Og jeg er blevet gravid. Sig, du vil gifte dig med mig. Min søn kommer aldrig til at gifte sig med dem. Og desuden er de ikke længere ønsket på fabrikken. Undskyld. Hvad laver de? Der findes en anden måde. Jeg kan hjælpe dem med at finde en plejefamilie. Ja, det er en gave. Det er ikke noget, man bare giver væk. Hvorfor skulle de hjælpe mig? Hvem skulle ellers gøre det? Verden er et frygteligt sted, men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan. Karoline, hvor er dit barn? Men det har jeg da givet væk. Copenhague, 1918. Caroline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre alors qu'elle tombe enceinte. Elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Caroline accepte le rôle de nourrice à ses côtés. Hugo, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Le film est plutôt bon, mais qu'est-ce que c'était pas agréable à voir. Vraiment, c'était très sombre, très sombre, c'était une séance désagréable pour moi à cause de ces thèmes et de ces scènes. Je pense à des scènes comme la scène de l'avortement et tout ça, donc j'étais vraiment à la fin très choqué. Et je pensais que le film était bon. Mais au fur et à mesure de ma réflexion, je trouvais déjà que la forme était bonne, était assez jolie quand même, avec un clair obscur qui sont utilisés, des références à Elephant Man par exemple, à Ofrix, à tout même l'expressionnisme allemand. Donc en fait il m'a assez plu, mais au fur et à mesure de ma réflexion après, je trouvais que le film ne racontait pas grand chose en fait. C'est que il a ce sujet de l'avortement qui est un sujet d'actualité important, mais il se sert que du prétexte de l'avortement pour esthétiser le film. Il ne raconte rien, il fait des belles images, je trouve. Voilà. Et du coup, c'est pour moi problématique parce que c'est un sujet important et tu te sers de ça pour faire juste quelques belles images. Et du coup, c'est un film à thèse pour moi. Il pose une question, mais il ne répond jamais. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il en pense, le réalisateur, de ce sujet. Et c'est que un cinéma choc pour moi en fait. Et je trouve qu'il y a même deux fois problématique, notamment avec la fin et la scène du procès que je trouve très mal amenée parce qu'il raconte carrément le film en fait. Et j'aime pas les films qui racontent le film. Et donc j'y vois même un peu un réalisateur que j'aime pas, même approche, c'est Robert Oslund, que je trouve que dans une distance malaisante, et j'aime pas ce que propose le film. Mais le film reste quand même très bon dans sa forme, voilà.
Hugo, juste question. Est-ce que tu as écouté le podcast réalisé sans trucage parce que j'ai l'impression qu'ils ont les mêmes phrases que toi. Ah bon? Non, Ruben Östlund et film de thèse. Est-ce que tu aurais pas un petit peu copié par hasard? C'est marrant parce que j'ai écouté juste avant. J'ai pas fait. Ouais, non, mais j'ai écouté juste avant et c'est pour ça me fait penser à ça. Je l'ai écouté, mais peut-être sans inconsciemment. Ah oui, j'ai peut-être recraché tout ça, mais bon. Non, j'ai écouté qu'une fois, mais non. Mais je rebondis dessus. Vas-y, rebondis, c'est à toi. Mais effectivement, moi, je le trouve un peu grossier dans le sens où, effectivement, tu vois que le réalisateur se frotte les mains. Je sais pas, dans la salle à côté de toi, t'as l'impression, regarde, je te fais un petit twist à la fin. Alors, malheureusement, on va pas dévoiler. Oui, c'est une histoire vraie, mais je vais pas dévoiler ce que l'on apprend sur une des personnages du film. Mais effectivement, j'avais eu connaissance de cette information avant, ce qui m'a un peu gâché la surprise, malheureusement. Donc ne vous renseignez pas si vous voulez voir ce film. Par contre, je vous préviens, effectivement, il faut avoir l'estomac bien accroché parce que en fait, tout le film est une espèce de construction de château de cartes pour essayer de te faire avoir de l'empathie au maximum pour une héroïne qui est un peu voilà, on nous la montre un peu à chaque fois dans la souffrance et à la fin voilà, il t'enlève une des cartes en bas de ce château et tout s'écroule et tu fais ah ouais bon ça m'a un peu traumatisé et limite avec le recul j'ai vraiment jugé un peu l'émotion que j'ai eue à la fin du film en me disant ouais, en fait, c'est un peu trop gros, quoi. Le gars, il nous met des petites tartes dans la gueule avec une gueule cassée au milieu du film et on va voir pas mal d'empathie pour le mari de l'héroïne et on va être dégoûté par certaines images en se disant oui, effectivement, le film est en noir et blanc et heureusement. Tu vois, il y a des moments où il y a du sang, on se dit, bon, il y a un peu... Voilà, tu sens que s'il avait mis de la couleur, il aurait mis du rouge fluo, quoi. Et j'ai l'impression que le film, déjà, il nous donne une réflexion un peu étrange, effectivement, sur la résonance actuelle de comment on appelle ça, mais il n'en parle pas tellement, je trouve, en plus. Effectivement, il n'en parle pas vraiment. Donc on sait pas trop ce que veut nous dire le film là-dessus. Et moi, dernière chose aussi sur l'esthétique du film, j'ai beaucoup aimé les scènes d'intérieur qui font très studio avec une lumière saturée et tout ça. Le problème, c'est que quand il y a des scènes et vers la fin il y a quelques scènes à l'extérieur, je trouve que c'est vraiment bien moins réalisé et je trouve que la différence est un peu gênante. Je me suis dit, ah ouais, vraiment, sa photo, il la tient pas de bout en bout. En plus, le gars vit... Enfin, le réalisateur, pardon. Le réalisateur, je sais qu'il vit en Pologne et il est prof dans une école là-bas, je crois. Et le film m'a pas mal fait penser au film de Paweł Pawlikowski, Cold War. Incroyable, ce film. Et voilà, qui ont une photo beaucoup plus prononcée. Et je trouve que c'était un brin en dessous. Et effectivement, moi, je trouve que c'est un film de gros malin. Et oui, même très prétentieux. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le moment, ça va marcher, mais... En regardant derrière moi, bon, je suis un peu déçu, quoi. Je sais que quand il était diffusé à Cannes l'année dernière, il avait pas mal fait parler de lui notamment, mais je savais pas du coup si c'était en bien ou en mal. Visiblement, j'ai plutôt l'impression que ça penche d'un côté que de l'autre. Je sais pas si t'es d'accord. Après, le film a des qualités quand même. Je sais pas si t'es d'accord avec tout ce qui a été dit pour l'instant, Costa. Mais moi, j'ai adoré ce film. Tous les soirs je le regarde, c'est un réel plaisir de regarder. Je peux vous dire. Non, moi je suis plutôt d'accord avec eux. En fait, c'est que moi ce qui m'a dérangé, c'est le montage. En fait, le montage plutôt lent, ça je suis d'accord, mais en fait le problème c'est que le rythme du montage est je trouve un peu trop lent et en fait du coup ça m'a juste fait sortir du film. Oui, le film est long. Hein. Et en fait aussi les personnages, il essaie de nous les rendre attachants et j'ai pas réussi à m'attacher à ces personnages, quoi. Donc là encore, en fait, j'arrivais pas à vouloir savoir en fait plus sur eux parce que j'étais pas attaché. Et puis pareil aussi, je suis d'accord avec toi, hein, la morale de fin, je trouve ça très bizarre, quoi. En fait, quoi, c'est bien ce qu'elle a fait, pas du tout, quoi. Enfin, j'ai pas compris ce qu'il a voulu nous dire, quoi. Mais sinon, après, en termes d'émotion, oui, je suis sorti du film 1 heure choqué de ce que je viens de voir, quoi. Ça fait un peu l'effet où t'as vraiment du mal à te remettre de ce que t'as vu. Ah, mais oui. L'effet de sidération, en fait, typiquement, c'est vraiment ça. Mais à quoi ça sert, en fait? À quoi ça sert après? Est-ce que cet effet de sidération nous raconte un truc? Et je pense c'est un effet de style, ouais. Et je pense pas après, l'effet de sidération peut bien être amené si le film il joue très bien dessus, parce que je pense notamment, moi, il y a un film qui a extrêmement bien marché là-dessus, sur ce truc-là avec moi, c'était La Zone d'intérêt.
quand je suis sorti de la salle de la zone d'intérêt, vraiment j'étais sidéré aussi, c'était incroyable. Donc pour le coup je n'ai pas vu le film, mais à la manière dont vous me le racontez, en tout cas, j'ai presque envie d'aller le voir un petit peu. Même c'est marrant parce que le mec qui a fait la photo de Cold War, c'est le mec qui a fait la photo de la zone d'intérêt. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Putain, mais je te recommande Cold War. Du coup, tu vas vraiment me donner envie de le voir alors. Et puis aussi, j'ai l'impression que le film il a 2 parties. Et une partie première partie qui est bien chiante, qui est plus lente. T'as le droit vraiment d'être un petit peu plus incisif. Une seconde y a partie pas de qui est un peu souci. plus intéressante en tout cas, voilà quoi. Ouais. Et Flo, du coup, toi qui n'as pas vu le film, est-ce que ça te donne envie de voir le film ? Bah non, je suis mitigé comme les avis, quoi. Je suis mitigé d'aller le voir. Est-ce que je vais le voir ? Peut-être je vais voir la deuxième moitié. Je rentrerai au milieu et puis comme ça je vois pas la première partie chiante et je verrai la deuxième partie. La première partie m'intéresse un peu quand même. Ça crée de l'empathie pour l'héroïne quand même, la première partie. Donc on sait quand même que le Ral est attaché au personnage principal. Mais après... Bon, et bah écoutez, visiblement, avis plutôt mitigé. On enchaîne tout de suite avec le deuxième film de cette émission, à savoir Voyage avec mon père de Julia von Heinz. C'est le 12e film de la réalisatrice allemande. Est-ce que ce voyage paternel aura su émouvoir et toucher une corde sensible chez nos chroniqueurs ? On voit ça maintenant. This trip, this is special daughter-father trip. It's father-daughter-dad. Says who? Today, Stefan shows you the Warsaw Ghetto Wall. Ale to nie jest Murgetta. What's he saying? Nothing. The cheese. The cheese. Yes. This is where you grew up? Yes. They moved here in 1940. What do you think? Should we go in there? No. Let's go. Huh? Let's go back down. No. But you and your father do this trip. It is not easy. And what about you? You are 32 and alone. 36. What? Your father, he was just saying how much he's enjoying his time with you. Really? Yeah. It's where I had to say goodbye to my family. I'm lucky. I'm alive. Survivors have the privilege of driving into Birkenau. Well, that's something at least. Une journaliste new-yorkaise propose à son père rescapé des camps un voyage en Pologne, son pays d'origine. Elle cherche à comprendre l'histoire de sa famille, tandis que lui n'a aucune envie de déterrer le passé. Un voyage qui s'annonce compliqué. On commence les débats avec Costa. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Oh mon Dieu. Eh bah, c'est pas un voyage dans mon cœur en tout cas, ça c'est sûr. Ah. En fait, en soi, je trouve que l'idée de base est super intéressante de ramener 2 personnages, une personne qui a un passé dur et qui veut pas forcément y penser, et une personne qui justement n'a pas du tout ce passé et qui a besoin d'informations pour... et je trouve ça super intéressant comme trame de base. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils en font. Et en fait, j'avais l'impression de voir un film télévisuel, comment c'est traité, quoi. L'image, c'est vrai, franchement, je suis déçu je pense que j'avais beaucoup d'attentes. Je suis déçu du traitement du film qui aborde plein d'intrigues, qui va de partout et qui en résout presque aucune. Je sais pas comment vous avez pensé tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table, Raphaël ? Alors déjà, il y a un point à soulever, c'est que si vous avez vu Real Pain, c'est le même film. J'allais dire la même chose. Est-ce que finalement, c'est pas Real Pain finalement ? C'est malheureusement le même film, mais moins bien écrit. Ah, voilà. c'est tout à fait ça, mais même en moins bien filmé. Aussi, oui. Est-ce qu'on a un acteur à la hauteur de Kieran Culkin ? Non, il n'y a aucun acteur. En fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que si on n'avait pas eu Real Pain, et encore, je pense qu'on se rend encore plus compte des défauts du film, c'est-à-dire que effectivement, quand tu vas en Pologne et pour le sujet de Real Pain, je vais mettre en comparaison les 2 films, je suis obligé, mais il y a un élément qui est important dans le film, c'est la judéité des personnages, et là c'est totalement oublié de l'histoire, c'est assez étrange d'ailleurs, et quand il y a une confrontation au camp de la mort, au final c'est quoi ? C'est des éléments qui vont être des items. On va parler d'un mur par exemple, c'est la notion qui est importante pour le personnage principal, et on va nous donner des images comme ça, et tout va passer par le dialogue. Vraiment, c'est un film où l'émotion nous est racontée, mais vraiment que par
par l'écrit, c'est-à-dire qu'on lui dit cette scène, mais vraiment limite le personnage va dire ça. Mais je suis en train de te parler, père, est-ce que nous pouvons avoir une relation où on peut pleurer en ce moment? Et en plus, c'est un film qui a un gros défaut par rapport à cette écriture, c'est qu'on sait jamais sur quel ton il nous joue les scènes. À des moments, par exemple, au début, on pense que ça va être des scènes comiques. En fait, non, ça va être de dramatique. Et tout va nous être donné comme ça, un peu, je sais pas, prenez-les un peu comme ça passe, et vraiment, rien n'est vraiment assumé par la réalisatrice. C'est vraiment ce qui est dommage, parce que tu sens que c'est une histoire personnelle, il y a des images à la fin, un peu ce qui est cliché, on va dire, de ce type de film. Et tu sens qu'il y a vraiment une bienveillance pour cette histoire, et je sais pas, j'ai une sympathie pour la réalisatrice, pour ce qu'elle donne dans ce film, mais je trouve que c'est vraiment mal fait. T'avais l'air d'acquiescer tout à l'heure, Florent. Bah oui, en fait, il y a quand même un risque en mettant en scène un personnage un peu insupportable, que en fait nous on passe pas cette barrière-là de au final s'attacher à lui, quoi. En fait, le père, il est vraiment difficile, il est vraiment voilà, souvent elle a du mal à le comprendre, même si c'est son père, on a du mal à comprendre ses réactions, etc. Et c'est pas en fait rattrapé dans l'écriture du scénario par en fait il a envie de laisser son passé derrière, il est un peu extravagant, il est un peu insaisissable. En fait, l'écriture ne fonctionne pas du tout. Donc, même le début du film, faut savoir, c'est in media res. Donc, ça veut dire que on n'a même pas les bases des personnages. En fait, on est directement dans le début du voyage ils sont à l'aéroport et elle attend son père. Et déjà là, j'étais déjà perdu. Et après, le film ne m'a jamais embarqué. Il m'a laissé vraiment dehors pendant toute la séance. C'est pas très bien filmé, c'est pas très beau, c'est pas très recherché esthétiquement. En fait, j'ai du mal à savoir, malheureusement, où c'est recherché, à part dans l'idée de vouloir faire une œuvre vraiment pleinement personnelle, quoi. Enfin, on sent que c'est un cri du cœur, c'est un témoignage, mais je crois pas que ça en va, c'est un bon long métrage. Hugo ? Je suis assez d'accord avec tous les avis. Je trouve que le film quand même sur la Shoah, sur les victimes, les rescapés de la Shoah, et il m'intéresse jamais. J'ai aucune émotion pour les personnages, ce qui est quand même dramatique pour un film sur ces sujets-là. Et du coup, c'est compliqué et tu t'intéresses pas en fait. Et du coup, tu t'ennuies un peu dans le film et t'as des éléments qui sont un peu grossiers. Je trouve même à un moment, elle lit carrément Mein Kampf. C'est très grossier comme élément. Et il y a aussi des thématiques dans le film qui ne sont jamais repris. Par exemple, il y a toute une thématique sur le corps de la femme, sur les elle se automutile, et tu n'apprends, c'est qu'une scène et après tu l'oublies tout le temps et tu ne le conclus jamais. Je trouve ça très triste parce que t'as aucun enjeu en fait dans le film, je trouve. Donc je trouve ça c'est un gâchis pour moi, et la comparaison à Raël Pen est vraiment oui, Raël Pen est 1000 fois mieux écrit que ce film, et je prends par exemple la scène où ils vont dans les camps de concentration. La scène dans Raël Pen est silencieuse parce que dans le film tout le monde a parlé, tout le monde a beaucoup parlé, et là c'est un silence, donc ça rend le ton en fait. Et dans ce film là il y a des blagues en fait dans le camp de concentration, où il y a des contrariétés entre le guide et le rescapé, et il y a une blague aussi si c'est un musée ou pas. Et ça n'a aucun sens de le mettre là, à ce moment-là, parce qu'on parle quand même des camps de concentration. Donc pour moi, il rate complètement son but sur le film. Voilà. Et est-ce que, je sais pas si vous avez un avis là-dessus ou pas, mais est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas eu la sortie de Real Pain juste avant, est-ce que le film aurait peut-être été un petit peu mieux accepté ou un peu meilleur ? Bah non, j'ai pas vu le film. Real Pain. T'as pas vu le Real Pain ? J'ai pas vu Real Pain. Je pense que tous ceux qui l'ont vu sur la table te diront qu'il faut aller le voir, parce qu'il est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. Pourtant, Real Pain, je pense pas que c'est un très grand film, mais c'est mieux écrit, quand même, beaucoup mieux écrit. Voilà. En fait, c'est un voyage initiatique. Enfin, les deux sont des voyages initiatiques en plus. Et en vérité, il n'y a pas tellement d'évolution, ou alors c'est très maladroit, c'est trop brusque. Et dernière chose, moi, il y a un élément qui est assez important, je trouve, dans le film, ou en tout cas dans
dans beaucoup de scènes du film, c'est le rapport à l'argent, parce qu'on est en présence d'une femme. Alors, elle est journaliste, donc elle gagne pas, elle est pas très riche, on va dire, aux États-Unis, mais quand elle arrive en Pologne, voilà, ils vont dans des beaux hôtels, et j'ai l'impression qu'il y a tout un discours sur une scène très précise qui va revenir 2 fois d'ailleurs, où en fait, elle va essayer elle va acheter, on va dire, des éléments de son passé. De sa famille, et j'ai l'impression que ce discours sur le fossé de ce qu'elle gagne et ce qui se passe en Pologne, en plus c'est un film qui date de 91, donc on est après on est à période après l'URSS, ouais. Voilà, après l'URSS, donc il pourrait y avoir un discours là-dessus, mais rien du tout, enfin c'est très très pauvre. Et puis en fait je viens de penser un truc, pardon, excuse-moi. En fait aussi le côté journaliste, excuse-moi, mais on dirait plus une touriste avec son appareil photo là sur le coup comme ça, plutôt qu'une journaliste. En fait c'est ça aussi, c'est le côté crédible du film, le côté crédibilité. Et puis même aussi pour revenir sur toi Hugo, je pense que en fait ça me dérange pas qu'il y ait du comique sur un sujet aussi triste. Je pense qu'il y a plein d'œuvres qui ont traité ça avec humour, mais c'est comment ils l'ont traité qui est problématique, quoi. Oui, après, mettre du comique dans le camp de concentration, ça doit être très bien amené. En fait, ça doit être très, très, très bien écrit. Et là, c'est pas le cas, je trouve. Mais je trouve que la question du musée, justement, il y a un débat sur dire c'est un musée et c'est pas un musée. Oui, mais en fait, je trouve que sur le principe, c'est plutôt une bonne idée parce que lui, il attache pas d'importance à. Mais tu peux dire musée ou ce que tu veux. En fait, ça a été ça. Enfin, je veux dire, appelez-le comme vous voulez. De toute façon, ça s'est passé et c'est ça. Et moi, je l'ai vécu. Donc, je trouve ça intéressant, mais très mal traité. Ça, c'est sûr. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Sur ce, il est temps de marquer une petite pause musicale qui a été choisie par notre chère Marie qu'on embrasse bien fort. Donc c'est parti pour La Rua Madureira, c'est ça, ouais, de Nino Ferrer. À tout de suite. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la
rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Et si on avait cette musique, c'était pas pour rien, puisqu'il est temps de passer à notre dernier film de notre partie débat de ce soir, à savoir Mikado, de la réalisatrice Baya Kasmi. Je précise, c'est Kasmi et pas Kasmi comme Kamsmi, comme je l'avais fait tout à l'heure. Voilà. Donc c'est Kasmi. Après le petit succès de son précédent film Youssef Salem a du succès, la réalisatrice qu'on recevra tout à l'heure en interview nous présente son tout dernier film, que voici. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ou... Non, enfin oui, fille. Elle est morte, votre batterie. Oh non, putain de merde. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. C'est notre maison, ce camion. La couleur du ciel. La pièce, elle coûte un bras, le délai de livraison, c'est 2 semaines. En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin. La rue que tu habitais. Il veut rester longtemps, tes potes, avec le camion, là? Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre quand même. Officiellement, je suis jamais née. Il se passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse? Je veux pas que les momies se sentent bien ici. T'as pas envie que ça? Ah si, mais pas avec des choses qu'on peut pas se permettre. C'est difficile, le collège. Tu veux y aller? Il est très gentil et très intelligent, je trouve. Il est prof, quoi. Tu crois que je vois pas ce que t'es en train de faire? Je vous aime bien, c'est tout. Tellement que tu veux me voler ma fille. J'ai assez de problèmes comme ça, moi, dans ma vie, pour que vous veniez m'en rajouter. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis inscrite. Tu sais ce qui va se passer si tu continues comme ça? Tu vas finir dans un foyer. Tu peux pas l'empêcher de vivre sa vie. Je vais le protéger, c'est tout. Tu peux pas vivre comme ça, c'est dégueulasse! Juste qu'elle comprenne d'où on vient. Mais moi, j'ai pas du tout envie qu'elle sache d'où je viens. Moi, mes enfants, je suis tellement fier de les avoir. D'avoir ma famille à moi. Mikado et Laetitia vivent avec leurs enfants sur les routes. Une panne de moteur les amène à s'installer le temps d'un été chez Vincent, un enseignant qui vit seul avec sa fille. C'est le début d'une parenthèse enchantée qui pourrait aussi bouleverser l'équilibre de toute la famille, alors que Nuage, leur fille aînée, se prend à rêver d'une vie normale. On commence les débats avec Florent. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Alors déjà, j'aimerais rappeler aux gens d'aller voir, de regarder Youssef Salem a du succès, le précédent film de Baya Kasmi, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui faisait partie peut-être de mon top 10 de l'année où il était sorti. Je crois que tu avais dit que c'était l'une des meilleures comédies de l'année quand c'était sorti. Ah oui, c'était d'une intelligence, d'une fraîcheur. J'aime pas les gens qui disent d'une fraîcheur pour un film, mais je veux dire. Et du coup, là, je trouve que Mikado aussi, le temps a passé sur le film, je suis sorti un peu mitigé, et puis là, franchement, au fur et à mesure du temps, je commence à avoir les points positifs qui ressortent principalement et les points négatifs qui s'en vont un peu, parce que c'est quand même un film assez singulier dans le paysage cinématographique français, en tout cas. Alors bien sûr, c'est des thèmes qu'on a déjà beaucoup vus, la rencontre de deux mondes, de deux familles qui s'opposent complètement, mais en fait, il y a quand même une énergie. Alors c'est pas une comédie. Déjà, il faut préciser que là, pour le coup, elle s'éloigne de la comédie. On est plus sur une comédie dramatique, drame social, parce qu'il y a quand même des points d'humour, mais il y a une énergie dans ce film. Il y a à la fois une douceur, des moments un peu suspendus, et puis aussi des moments hyper difficile, d'un coup, où il y a une violence qui se dégage, que ce soit du caractère des personnages, de leur dialogue, et en fait qui d'un coup te laisse un peu sans voix au milieu de ces beaux paysages toulonnais. Voilà, Toulon représente. En fait, je sais pas, il y a quelque chose qui transpire de ce film, il y a une simplicité et en même temps une force que j'ai du mal à expliquer, mais qui m'a vraiment emporté. Alors après, je trouve que l'ensemble se tient pas toujours très bien. C'est-à-dire que justement, il y a ces points positifs là qui ressortent, cette énergie là qui ressortent. Enfin, je trouve que les acteurs sont très bons. Enfin, Vima Laponce, et Félix Moati, pour le coup, le duo fonctionne super bien. Leurs personnages fonctionnent super bien. Ramzy, parfois on voit un peu Ramzy quand même. Enfin bon, c'est un peu le risque, quoi, mais sinon il est quand même bon. Mais en fait, dans le déroulé du film, je trouve parfois il y a des petites... c'est
un peu confus. Voilà. On va dire qu'on comprend la transition, on comprend le chemin des personnages, on comprend justement les émotions qui les habitent et au fur et à mesure. Félix Moati fait un meilleur Joker que beaucoup de Jokers qui ont existé. C'est pas faux. Mais donc voilà, en fait, j'ai quand même un attachement à ce film. Même s'il n'est pas du tout parfait et qu'il y a plein de défauts, j'ai quand même envie de le mettre en avant et de le recommander, même si je n'ai pas été emporté à la sortie, mais là, il a grandi un peu. Hugo, tu disais c'est pas faux. Alors, c'est vrai que je trouve que le film reste quand même très bon, mais il y a quelques défauts qui m'ont un peu sorti du film. Donc je vais commencer par les qualités. Tu l'as pas précisé, mais la mise en scène et le cadrage est très beau, je trouve. Oui. C'est vraiment... Ça se démarque beaucoup. Il y a vraiment des plans qui sont très beaux. Notamment, il y a une séquence toute avec une corneille que je trouve magnifique. Waouh, c'est vrai que c'est comme ça. Que je trouve magnifique. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir une corneille juste. Voilà. Et j'aime bien les dialogues, quelques situations, je trouve. Et je trouve que Ramzy Bedia est un très bon acteur car il est vraiment mis en scène par ses réalisateurs, ce qui est très rare, je trouve, parce que Ramzy Bedia joue juste deux fois l'humoriste, en fait, un acteur humoriste comme je l'appelle, et il est pas deux fois mis en avant, et c'est le cas dans le film, il est mis en avant et c'est très cool. J'aime beaucoup son personnage, mais il y a des problèmes, je trouve. C'est que en fait il y a un problème de rythme et de point de vue, je trouve. Il y a les points de vue changent beaucoup et on te perd facilement. On se perd facilement dans l'évolution des personnages, et l'évolution des personnages justement va trop vite, je trouve. Par exemple, il y a la scène qui m'a un peu, je sais pas pourquoi, m'a rebuté. C'est la scène où il y a un moment, il y a une dispute entre Ramzy Bedia et Félix Moria, c'est ça ? Moati, pardon. Oui. Et au plan suivant, ils sont super copains. Et je ne comprends pas cette transition. Et c'est pareil pour l'évolution de Théa et de Nuage. Nuage, très bon prénom, je trouve. Voilà. Et je trouve que l'amitié va trop rapidement, en fait. Qu'il y a pas assez, ils se font pas assez connaissance pour croire en cette amitié. Et voilà. Et je déteste la fin, en fait. Je trouve que le film ne mérite pas une happy end, en fait. Je trouve que, vu que ce sont des problématiques, on parle des enfants abandonnés en foyer, des problématiques très graves en France, qui sont l'un des pires fonctionnements de ces enfants. L'histoire ne pourrait jamais se finir comme ça, je trouve. C'est que on est sûr que si c'était vrai, que si c'était crédible, les parents ne se retrouveront jamais. Les enfants ne retrouveront pas ses parents, et qu'un séjour en prison ne règle pas tout. Donc je suis un peu amer sur cette fin, je trouve. Voilà. T'avais l'air d'acquiescer tout à l'heure, Raphaël. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Florent. Alors effectivement, les défauts que tu dis, Hugo, ils sont bien là. Hein. Mais moi, ça reste quand même un bon film, je trouve. J'en ai même à rajouter effectivement sur l'écriture à des moments où tu dis tu sens des tropes un peu de scénariste à des moments. Par exemple, au début du film, il y a Félix Moati qui dit à ses enfants, bon après c'est pas très radiophonique, mais il va faire les joues pleines pour dire on va plus parler, tout ça. Il y a des trucs où tu te dis ouais, ça fait limite très publicité. Bon, ça c'est super. Moi je trouve que c'est trop reconnaisse, on va gonfler ses joues, et tous les enfants. C'est super. C'est très moi ça fait vraiment je sais pas, je trouve que c'est des tropes qui font un peu premier film. Par exemple Mikado aussi, il va avoir souvent des Mikado dans les mains, mais ça sert pas à grand chose. Il y a des choses où je trouve que c'est pas forcément utile, mais ça reste un film très généreux. Et comme le disait Florent, c'est un film frais, mais c'est un film très lumineux en fait. Oui. C'est effectivement, tu disais ça finit sur une bonne note. Non, ça finit pas sur une bonne note. C'est un film qui est une bonne note en fait. C'est pas. Il y a des moments plus compliqués, mais on est plutôt au lendemain de ces moments-là. On est. J'ai l'impression que le film fait un peu. T'as l'impression que c'est un film estival, mais sans vraiment être l'été. Mais c'est un film très très lumineux, et j'ai l'impression qu'on est au lendemain de ce qui a été très grave, c'est-à-dire on est au lendemain de lui qui a vécu toute son enfance en harcèlement, on est au lendemain du décès de la femme de Ramzy Bedia, on est à ces lendemains-là, et qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait moi j'ai été pris par le film parce qu'au début je me suis dit on va partir sur l'équivalent de Little Miss Sunshine avec ce film de voyage, et finalement pas du tout, parce que c'est un voyage qui est statique. À très vite on se rend compte qu'ils vont pas pouvoir faire cette fuite
en avant que veut absolument faire le personnage de Félix Moati. Et finalement, cette fuite en avant, elle est bloquée parce qu'il va se confronter directement à ses problèmes. Et Ramsey est un peu ce déclencheur de ça. Là où il y a des vrais défauts, et c'est vrai que Hugo le mentionnait, c'est que on sait pas on est dans la tête de qui à un moment. C'est-à-dire que le film s'appelle Mikado. Il n'y a pas de point de vue en fait. Et le point de vue, des fois, il change sur 5 minutes, on a 3 points de vue différents. On va voir Nuage qui se fait, pas qui se fait harceler, mais qui finalement, découvre la scolarité. Découvre un peu les côtés négatifs de la scolarité et de l'enfance finalement. Et juste après, on a le regard de Ramsey sur Félix Moati. Enfin, c'est un peu confus, mais ça reste un film généreux. Et moi, je peux pas partir et sortir de ce film en me disant. Voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai vu des bonnes choses et je trouve que c'est un film honnête et très très clair. Mais je trouve que comparé à Youssef Salem, c'est une petite déception pour moi. Voilà. En fait, pardon, je réagis là-dessus, mais je pense qu'elle veut plus en faire. En fait, elle veut trop en faire, elle écrit trop. Oui, peut-être. Elle veut faire un film sur Nuage, elle veut faire un film sur Ramsey, elle veut faire un film sur Félix Moati. Bon, il faut choisir. Et toi, Costa, qu'est-ce que t'en penses ? Mais moi, l'aura de ce film, en fait, je suis ressorti un peu, en tout cas, heureux, quoi. En fait, effectivement, je suis d'accord avec toi que, en fait, je trouve que c'est pas forcément une bonne fin. Et en fait, ça que j'ai aimé, c'est que le film, après le visionnage, je suis encore en train de me dire, est-ce que c'est une bonne fin ou pas ? Parce qu'en fait, tous les personnages ont un point de vue et en fait, tous ces points de vue sont justifiés. Et je trouve ça super intéressant. En tout cas, la fin, je trouve que c'est une bonne fin en tout cas. Et après, effectivement, moi, la structure scénaristique, je trouve qu'elle est un peu trop... elle est pas assez fluide. Et il y a des parties qui sont trop démarquées. Par exemple, moi, je pensais que l'intrigue entre la dispute entre Ramsey et Félix, enfin, entre les deux pères, moi, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de place. Et en fait, pas du tout, ça s'arrête d'un coup et on passe à une autre intrigue. Et c'est ça, c'est ça que je trouve ça dommage, pardon. C'est qu'en fait, il y a trop ce côté... on passe à une intrigue, on passe à une autre, alors que ça pourrait être imbriqué un peu plus de manière fluide. Et c'est ça aussi que je trouve ça dommage. Mais sinon, après, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le film. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire sur le film éventuellement ? Oui, peut-être un dernier élément, c'est surtout sur l'éducation. Moi, je trouve que le film... c'est pas un film à twist, c'est pas ce que je veux dire, mais au bout d'un moment, en fait, on va se comprendre le personnage, mais on le comprend à la fin. C'est-à-dire qu'il y a le personnage de Vimala Ponce, tout le long, on va se dire... On va avoir un hors-champ, on va dire, sur son enfance, on va se dire pourquoi elle est comme ça. Et Félix Moati, on se demande ça, et puis à un moment, la révélation va nous expliquer. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là, je trouve que celle avec c'est la plutôt pertinent. Avec la mère, même au tribunal, je trouve que c'est plutôt beau. Et je voulais signaler qu'il y a une très belle ouverture, je trouve. L'ouverture du film est très belle, où on sent un moment de tension. Oui, court, et un moment de tension, et je trouve que l'ouverture est très belle, et très bien réalisée. Et aussi, mais Vimala Ponce, moi j'avoue que son acting m'a impressionné. Il y a des scènes, par exemple, une scène de dispute où en fait, parce que en gros le père, on peut spoiler ou... Non, on évite de spoiler. On part du principe que les gens n'ont rien vu. Bon, il y a une scène où Vimala Ponce est énervé un petit peu, on va dire, et cette scène-là m'a vraiment, waouh quoi, j'étais choqué. Bon, et écoutez, peut-être que vous n'êtes toujours pas convaincu après ce qu'a dit nos chroniqueurs. Et ça tombe bien puisqu'on a réalisé une interview avec la réalisatrice Baya Kasmi dans notre partie invitée. C'est tout de suite. Can she be late for her cinema? Voilà, interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Baya Kasmi est aujourd'hui en ma compagnie. On l'avait reçu il y a 2 ans pour Youssef Salem a du succès. On est donc très heureux de l'accueillir de nouveau pour son nouveau film Mikado. Bonjour Baya, comment vous allez ? Bonjour, ça va très bien. Bon alors, un peu plus de 2 ans se sont donc écoulés entre vos 2 derniers films au cinéma. Je me demandais déjà, pour commencer, c'est quoi le quotidien de Baya Kasmi pendant ces 2 années ? C'était les 2 années les plus chargées, je crois, de ma vie professionnelle, ce qui me ravit parce que c'est un peu un métier où on court après, on espère toujours travailler et souvent on attend beaucoup des réponses, des sous, des autorisations en fait de pouvoir vraiment faire notre métier. Et donc là, vraiment ces 2 ans, j'ai bien bossé quoi, parce que le film Youssef est sorti. J'ai obtenu, je crois, la même semaine que la sortie, l'avance sur recette pour faire Mikado.
Ok. Et j'ai enchaîné la prépa, le tournage dans l'année. Et le temps de le finir, j'ai enchaîné avec une série que j'ai rendue à France Télé il y a un mois, Ouais, juste c'est avant la sortie du film. Le Parfum du Bonheur, c'est ça? Ouais, exactement. Et qui a commencé Du coup, sa ça- diffusion ça- en Belgique, là, ce week-end. Oui, qui a été diffusé en Belgique très très vite comme ça, alors que je venais de le livrer. Ok, et ça va arriver quand sur France Télévisions, ça? Ça, normalement, c'est pour la rentrée. On espère aller au Festival de La Rochelle. Et puis, en tout cas, la chaîne France 2 a parlé d'une diffusion en septembre-octobre. Bon, bah donc voilà, 2 ans bien chargés. Alors 2 ans bien chargés. pour votre 3e long métrage de fiction, vous vous intéressez donc à une famille assez marginale. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur la genèse du film déjà? Alors, je crois que j'avais le désir de parler de l'enfance, en fait, depuis longtemps. En fait, j'ai écrit pas mal de films qui démarraient toujours avec un enfant qui est un peu dans une famille bizarre, qui est isolé, qui n'arrive pas à communiquer ou à connecter avec le reste du monde et qui pourrait être le personnage de Nuage. Et en fait, j'ai travaillé plusieurs projets comme ça, toujours avec une préadolescente au cœur du film. Et puis, parallèlement à ce désir comme ça de traiter de l'adolescence et du moment où on prend son indépendance de sa famille et où on découvre le monde, parallèlement à ça, il se trouve que au cours de ma vie, j'ai rencontré euh, des personnes très proches de moi qui ont vécu des enfances un peu comme celle de Mikado et Laetitia dans le film, c'est-à-dire des enfances en lien avec l'aide sociale à l'enfance, la DAS, qu'on appelle l'ASE maintenant, et qui m'ont raconté des histoires, des moments de vie, des difficultés qu'ils ont vécues. Et c'est des choses qui se sont accumulées dans ma tête et à un moment, c'est devenu Mikado. Et c'est vrai que ces personnages aussi de Nuage et Zéphyr qui sont pas déclarés dans le film, vous arrivez à leur rendre ce côté fictionnel hyper réaliste. Je trouve ça assez fort. J'imagine que ça s'est déjà fait beaucoup à l'écriture. Après vos 2 premiers films coécrits avec Michel Leclerc, là c'est le premier que vous écrivez sans lui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, j'avais déjà écrit mon court-métrage sans lui. C'était pas là, et j'ai écrit des choses sans lui avant. Là, il se trouve que c'est tout simplement 2 scénarios qui se sont écrits en parallèle, en fait. C'est-à-dire que j'écrivais avec Michel Leclerc, Youssef Salem, et en même temps, j'écrivais à côté Mikado. Et c'est vrai que c'était pas une comédie, et j'avais pas envie d'un automatisme, on va dire. Je voulais explorer un petit peu un nouveau ton. Et j'ai l'impression que quand j'écris avec Michel, il me pousse quand même assez naturellement, on va dire qu'on va aller explorer la comédie. Et là, il me semblait qu'il fallait faire autre chose. Bon, vous n'êtes pas toute seule quand même pour l'écriture de ce scénario. Donc il y a Olivier Adam et Magali et Richard Serrano qui vous ont accompagné pour l'écriture. Comment s'est déroulée du coup cette nouvelle façon entre guillemets du coup de coécrire un film? Alors, moi j'avais coécrit avec plein d'autres gens, puisque moi j'ai coécrit aussi avec Thomas Lilti. Olivier Adam, il est venu faire il avait déjà un peu travaillé sur Youssef, puisqu'il il avait fait des consultations où il m'avait raconté aussi comment c'était d'être un écrivain, d'être dans la liste du Goncourt. Enfin, on avait déjà un peu travaillé ensemble. Et Magali, c'est quelqu'un avec qui j'ai écrit beaucoup de séries. J'ai même commencé avec elle il y a 20 ans à écrire des séries télé. Et donc c'était vraiment un peu une aventure amicale au départ avec Magali, où on avait envie de réécrire ensemble. Et moi, je savais son amour aussi des films sur l'enfance, des films sur la famille. Et je lui ai parlé un peu de ce projet, de l'envie de parler de l'enfance cassée et de comment ça pouvait se répercuter aussi dans l'éducation, parce que je voulais que on parle de l'enfance des parents et de l'enfance de leurs enfants, et de comment une enfance cassée chez les parents pouvait continuer à infuser dans la vie des enfants.
de la deuxième génération. Et ça, je savais que ça l'intéressait, donc on s'est mis à écrire comme ça. On a écrit 1 an ensemble, on a cherché un peu dans tous les sens, et c'est vrai que ça me touche ce que vous dites sur le mélange entre le réalisme et le romanesque, parce que c'est vrai que c'est une idée, le cinéma c'est une croyance, et on a eu avec Magali la croyance qu'on pouvait se lancer dans cette histoire avec l'idée qu'ils ne déclarent pas leurs enfants, qu'il y ait une idée romanesque, mais qu'il y ait une idée, par contre, qui traverse vraiment la vie des gens qui ont connu la DAS, qui ont connu l'aide sociale à l'enfance. Il y a cette terreur, elle m'a été racontée, quoi. La peur de ne pas réussir à faire famille, la peur d'être surveillé, la peur qu'on vous dise que vous n'êtes pas un bon parent. Les gens qui ont vécu ça, qu'on a enlevé à leur famille, et qui sont en quelque sorte, qui se sentent un peu surveillés par l'administration, ils connaissent cette terreur-là. Et nous, on a fait ce petit pas d'aller jusqu'au romanesque et d'imaginer que des jeunes adultes aient des enfants et se barrent avec eux et ne les déclarent pas. Et se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe si on a des enfants qui n'existent pas? Et puis, Magali a arrêté. Et là, j'ai continué à travailler pendant de longues années encore avec Olivier Adam sur le périple de cette petite famille. Ok, mais donc l'écriture du scénario, elle a commencé il y a combien de temps du coup? En fait, j'ai vendu l'idée à mes producteurs en 2016. Ah ouais. Donc c'est un peu vertigineux parce que j'avais déjà des versions très très abouties. J'avais déjà envoyé mon scénario à l'avance sur recette avant le confinement. Ah ouais. Du coup, voilà. effectivement. Et Olivier avait déjà bossé dessus pendant 2 ans. Et puis ensuite, on est reparti. Ensuite, j'ai fait Youssef. Et on est reparti à nouveau sur 1 an d'écriture. Donc ouais, ça a été très compliqué ce montage et cette écriture. Mais qu'est-ce qui explique pour vous que Youssef Salem, par exemple, il ait eu beaucoup plus de facilité à se faire que Mikado? Franchement, je sais pas. Je crois que moi, je suis identifiée dans la comédie. Pourtant, d'ailleurs... les films de Thomas, c'est des tons assez différents, même s'il y a un peu de comédie aussi. Mais bon, je suis identifiée dans les comédies que j'ai faites et que j'ai coécrit avec Michel, que Michel Leclerc a réalisé. Et je crois que c'est plus facile. En tout cas, on imagine, les gens tout simplement imaginent le ton. Ils mettent dans les cases. Le ton, les personnages, voilà, des comédies politiques, sociales. Ça colle tout de suite quand on sent que c'est réussi. Je pense que les gens, ils ont confiance. Et puis là, Mikado, c'était moi-même, j'ai expérimenté, je savais pas où j'allais. Et les gens autour de moi, ils se disaient, oh là là, est-ce que c'est une bonne idée qu'elle fasse ça, quoi, peut-être. Bon, malgré le fait qu'on soit plus dans un drame, il y a quand même quelques moments drôles dans le film. Et dans tous vos films, il y a toujours un lien avec la famille, et notamment à faire famille, mais autrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet élément moteur qu'il y a dans la plupart de vos films? C'est vrai que je me suis rendu compte après coup qu'il y avait 2 éléments moteurs, c'est-à-dire la famille. Ça, je pense que ça vient de ma vie, que j'ai une famille un peu spéciale, un peu bizarre. En tout cas, je m'en suis rendu compte très jeune que ma famille n'était pas une famille dans les canons des gens qui étaient autour de moi, qu'on était un peu décalés. Et la famille prenait beaucoup de place. Et en plus, c'est une famille nombreuse. C'est une famille aussi... mixte, avec un père, une mère qui viennent de 2 endroits très différents, de cultures très différentes. Donc je crois que, en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup interrogé tout simplement dans ma vie. Et puis en plus, je trouve ça m'a toujours beaucoup touchée dans les films des autres aussi. Je m'identifie souvent aux familles et moi-même, j'ai l'impression d'avoir envie de faire famille avec d'autres gens, c'est-à-dire que toutes les rencontres pour moi, les rencontres aussi au cinéma, les rencontres d'amis réalisateurs, de comédiens, d'équipes de cinéma, j'ai toujours, je crois que je suis en recherche de créer des nouvelles familles aussi, avec un désir de troupe, un désir de... Donc je pense que c'est ma quête principale dans la vie et c'est pas étonnant que ça se retrouve dans les films. Effectivement, c'était d'ailleurs ma question qui suivait. Finalement, cette haute famille, vous la trouvez au cinéma, comme vous le dites, avec notamment des acteurs et actrices qui reviennent de film en film. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces acteurs de cœur, Vima Laponce, Félix Moati et Ramzy Bedia? Oui, c'est vrai, acteur de cœur...
et acteur de cœur et en même temps acteur. C'est à la fois je les connais très bien, je les aime et je ressens quand je pars sur un film leur confiance, c'est-à-dire que le fait qu'ils viennent avec moi, qu'ils me disent on te suit et que on ait travaillé sur des années ensemble parce que bon Félix il se trouve que je l'ai vu grandir et que c'était la première fois qu'on travaillait ensemble sur Mikado mais je l'ai vu évoluer, je l'ai vu travailler avec Michel Leclerc, avec Thomas Lilti et que Vima Laponce et Ramzy ça fait 15 ans que 15 ans pour Vimala et plus de 10 ans pour Ramzy qu'on fait des choses ensemble et ça c'est je sais pas comment dire, c'est une confiance énorme quand qu'ils arrivent, qu'ils aient envie qu'on continue. Et en même temps, j'ai l'impression que justement, le deuxième sujet de mes films, c'est aussi la quête d'identité. L'identité, comment on s'invente, comment... Et à chaque fois que je travaille avec eux, j'ai cette sensation qu'on essaye de se réinventer ensemble. Et ça, c'est aussi un grand plaisir. J'essaye de les voir autrement, j'essaye de les regarder autrement, j'essaye de me dire qu'est-ce que je vais leur proposer qui va nous faire tous avancer en fait artistiquement. Et ça, je trouve ça vraiment beau de chercher autour d'un comédien qu'on aime et de se dire comment je vais écrire un personnage qui va rencontrer des endroits du comédien qu'on l'a pas vu encore explorer. Ouais, je me souviens, on avait d'ailleurs déjà parlé de ça sur Youssef Salem avec Ramzy Bedia et c'est vrai que ces acteurs-là vous le rendent bien du coup et Ramzy encore une fois il est jamais aussi bien filmé que quand c'est vous qui le filmez, ça je vous le dis. D'ailleurs, c'est gentil. Ramzy Bedia. C'est gentil, c'est l'amour. Non, mais c'est vrai que. Non, mais ça se ressent. Je crois beaucoup dans le regard, en fait. C'est vrai que le cinéaste, en gros, le métier se résume à avoir un regard sur des personnages et un regard sur des comédiens. Et c'est sûr que moi, en tout cas, mon regard, il est tellement, je les aime tellement ces comédiens que je suis heureuse que ça se diffuse et que ça soit reçu par les gens qui voient le film. J'imagine. Et alors Ramzy Bedia qui joue un prof de français, finalement c'est un peu le prolongement de son rôle dans Youssef Salem. Ouais. Là je suis allée jusqu'à l'appeler Vincent. Voilà. Alors vous accueillez quand même de nouvelles têtes dans votre film, notamment côté enfant, et j'aimerais qu'on s'arrête sur Patience Mouchenbach qui est réellement brillante dans Mikado. Comment vous l'avez castée et comment s'est déroulé le travail avec elle? Alors c'est grâce à... Effectivement, c'est une comédienne professionnelle. Malgré son jeune âge, elle a déjà fait 2 films, Perdrix et Acide. Ouais. Et elle a un agent, et donc c'est la directrice de casting et la productrice d'ailleurs qui l'avait vue à Cannes qui m'ont proposé de la rencontrer. Au début, j'étais un petit peu... c'est toujours bien de rencontrer les gens, donc évidemment, moi je dis oui. Au début, je me disais, elle va être un peu trop âgée parce qu'elle avait déjà 17 ans. Oui, vous avez d'abord casté Théa, c'est ça? Le rôle de Théa. J'avais imaginé comme ça qu'il fallait qu'elle ait 13-14 ans, qu'elle ait un peu l'âge de l'effronté de Charlotte Gainsbourg quand elle a tourné l'effronté. Je me disais, c'est quand même compliqué de tricher autour de l'adolescence. Il y a quand même un moment très, très particulier et très gracieux et très disgracieux et très complexe, celui qu'on a tous connu, du passage de l'enfance à l'âge adulte, ce moment des 13-14 ans, quand on bouge, quand on change, et que j'aime beaucoup filmer chez les comédiens, parce que déjà, il y avait des comédiens de cet âge-là. Le jeune Youssef dans Youssef Salem, il avait vraiment cet âge-là, il commençait tout juste à avoir de la moustache. Je trouvais ça beau, en fait, de filmer quelqu'un à ce moment-là. Et puis finalement, Patience est arrivée, ça a fait exploser toutes mes certitudes, et tout simplement parce que, comme vous dites, elle est brillante, elle a un talent extraordinaire, mais en même temps, ça s'impose pas comme de la performance, parce que j'aime pas trop, moi, les acteurs performateurs, c'est tout en finesse, c'est une présence, Elle a juste, en plus, c'est un rôle observateur. Donc, on voit le monde un peu, on découvre et on a envie de manger, de découvrir le monde avec ses yeux, puisque c'est quand même une jeune fille qui découvre comment vivent les autres et qui les regarde beaucoup. Et le regard de Patience, la sincérité en fait avec laquelle elle fait les choses et la façon dont elle transmet les émotions, je trouve que c'est très 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 pur, très simple, très 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 beau, assez exceptionnel.
On parle de cette adolescence, il y a vraiment une sorte aussi de fin de l'innocence qui se dégage du film. C'est appuyé, je trouve, par la temporalité du long métrage qui se déroule principalement en septembre, à la fin de l'été. Comment vous avez travaillé du coup la lumière du film dans ce sens, et aussi comment s'est passé le choix des décors? Parce que je trouve que tout ça fonctionne ensemble, et je trouve le cadre vraiment beau. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un film que j'ai pensé assez rapidement comme un film un peu intemporel. J'avais en tête des films américains des années 90, Un monde parfait, À bout de course, Jibber Grape, donc des films qui étaient assez concentrés sur à la fois des grands décors à l'américaine, de paysages, de liberté, et à la fois cette idée de juste un décor, une maison, un van, donc quelque chose qui soit intemporel, dans lequel on a envie de se lever, parce que c'est une petite parenthèse enchantée aussi qu'ils vont vivre dans cette maison qui est un peu hors du monde. Donc on est allé à la recherche de ça, et j'ai travaillé avec la décoratrice Aurette Leroy et le chef opérateur Romain Leboniec. C'était des premières collaborations et un flash artistique pour les deux. Et je dois dire j'adore ce qu'ils m'ont proposé. Et Romain, il a une façon de travailler la lumière qui est assez fabuleuse. Et c'est aussi un grand cadreur et quelqu'un qui a été aussi chef éclairagiste, et qui a aussi ce regard sur la lumière, et qui aime, je crois comme moi, sentir la vie, laisser les choses se faire, trouver ensemble, décider au dernier moment avec les comédiens, avec la lumière qu'on a là, comment on va se placer. Donc c'est quelqu'un de très intuitif, et moi aussi. Et du coup là, on a travaillé en grande liberté sur l'intuition de la vie qu'on essayait de créer sur le moment, et je crois que ça se sent, ça. Je trouve que c'est en fait une sorte d'anti-road movie. On a d'ailleurs l'impression qu'on va suivre les personnages sur la route, et c'est finalement au détour d'un arrêt que tout va basculer pour eux. Est-ce que vous aviez conscience de jouer sur les codes du road movie comme ça? Oui, c'est vrai que c'est une fuite qui tourne court, et on croit qu'on va vers un road movie, et en fait ça devient un van arrêté. Et c'est un huis clos à ciel ouvert aussi. Ça m'intéressait de faire un road movie arrêté, et un espèce de huis clos dans la nature, dans la lumière. Après, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, hein. mais oui, c'était l'idée. De jouer avec ces codes-là. En tout cas, on est assez surpris, d'autant plus que le film, il y a une tagline, je crois, qui est mise en avant, où il y a écrit ou qui parle de road movie ou un truc comme ça, donc on est encore plus... Film de cavale. Voilà, c'est ça, un film de cavale. Un film de cavale, voilà, c'est ça, un film de cavale solaire, non, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Et du coup, on est d'autant plus surpris quand on voit le film, mais dans le bon sens du terme, donc ça, on est toujours content au cinéma quand on est surpris, de toute façon. C'est gentil. Oui, de toute façon, il y a une cavale intérieure, c'est-à-dire c'est quand même un personnage qui... c'est quand même des... oui, le moteur, c'est de fuir quelque chose, c'est la fuite. Mais c'est la cavale. Mais une c'est fuite de fuir la réalité aussi. Voilà. Mais où les personnages sont finalement arrêtés, donc c'est ça qui est assez paradoxal et drôle. Et alors, pour rester dans l'enfance, le personnage de Félix Moati, il s'appelle Mikado. Alors, j'ai pas ramené le célèbre jeu, où j'ai pas fait la vanne des Mikado à manger, on l'a déjà fait beaucoup de fois, mais il y a un peu de métaphore entre ce jeu d'adresse et cette famille aussi qui doit se déjouer de toutes les situations. J'imagine que c'est pas fait par hasard. Oui, c'est sûr, complètement. Et puis c'est vrai que j'avais envie, à un moment, il y a des choses qui s'imposent, et voilà, ce personnage, au tout début, la première scène que j'ai écrite avec lui, il avait une petite patte de lapin qui touchait tout le temps pour avoir de la chance, pour éviter. Il parlait de Fuku, qui est un espèce de le mauvais esprit qui risque de vous amener des malheurs. Donc il essayait d'échapper au mauvais esprit en se portant chance tout le temps. Et je sais pas, assez rapidement, j'ai cherché un objet qui pouvait le protéger, et je sais pas pourquoi cet objet du Mikado est arrivé très vite, très très vite, parce qu'il s'appelait Michael, parce que j'avais envie qu'il se réinvente, qu'il ait un objet, peut-être que
qu'on puisse imaginer qu'il l'a de sa mère, ou de quelqu'un qu'il a aimé dans son enfance, enfin cet objet de l'enfance. Et le Mikado, je pense que des fois, il y a des choses qui passent par voilà, qu'on ne saisit pas, qu'on saisit après. Et c'est après, quand on relit, le temps passe, qu'on se dit, ah oui, le Mikado, c'est quand même un jeu de toutes ces baguettes qu'il faut séparer les unes des autres. Mais les symboliques, elles s'imposent à vous et c'est assez beau. Et dans ces cas-là, j'aime pas le rejeter. Je me dis, bon, c'est pas grave, on y va. On l'accueille à bras ouverts. Les gens le ressentiront aussi, quoi. Ouais. Dans la première partie du film, il y a tout un mystère qui est mis en place. On commence directement dans l'action avec le personnage de Félix Moati, du coup, qui court dans un champ. Puis il y a ces très beaux plans sur le personnage de Nuage qu'on découvre caché derrière un arbre. Est-ce que c'était un challenge pour vous de nous faire entrer dans le film sans donner trop d'informations et en laissant planer une sorte de mystère? Ouais, c'était un peu un challenge parce que je n'avais jamais construit les films comme ça. Donc ouais, c'était un peu une tentative. Je retenais les chevaux, quoi. J'avais l'impression qu'il fallait qu'on les regarde et qu'on s'y attache physiquement, visuellement, et qu'on se pose plus de questions qu'on ait de réponses. Et petit à petit, j'ai retenu de plus en plus. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on sait quand même très peu de choses même sur le passif de Mikado jusqu'à le dernier tiers du film. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, on a quand même un rapport avec lui, avec ses défauts, avec ses qualités. Et c'est un défi de se dire, voilà, il faut qu'on l'aime, alors qu'il est quand même colérique, tyrannique, paranoïaque, tout ça. Il faut quand même qu'on l'aime comme ça et qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'il a tellement blessé et qu'on le sache pas tout de suite. Voilà. Et en plus, j'ai lu que vous avez écrit toute la vie des personnages de Laetitia et Mikado depuis leur enfance, et on ressent dans le film, parce que c'est fait de façon assez subtile, on n'a qu'une seule image du passé de Laetitia. Est-ce que vous aviez tourné donc plus de scènes de flashback et c'est après que vous avez vu au montage qu'il fallait peut-être garder ce mystère, ou ça a été écrit comme ça? Alors oui, en fait, je les ai écrites pendant un temps. Il y avait carrément un premier, comme si ça avait été un livre et un faux biopic, parce que moi souvent j'aime bien faire des faux biopics. Ouais. Finalement, Youssef Salem, c'est un faux biopic, hein. Et Mikado, j'avais écrit un livre 1 qui était toute son enfance et dans laquelle Laetitia rentrait assez rapidement puisqu'il l'a rencontrée à l'adolescence. Et donc il y avait tout ça que j'avais écrit avec Olivier Adam. Et puis il y avait en quelque sorte le livre 2 qui était le film tel qu'il est sorti, tel qu'il est là. Et puis quand finalement j'ai pu faire le film, il ne restait plus que quelques flashbacks et je n'aimais pas cette idée de flashback, je n'aimais pas l'idée de revenir en arrière, d'avoir que quelques éléments. Soit on avait vraiment toute sa vie de A à Z, j'aimais ça. L'idée des flashbacks juste parce que finalement, je l'avais écrit parce qu'on me disait, ce personnage est un peu antipathique. Ouais. Et je disais, ouais, mais il a vécu tout ça. Et finalement, j'ai écrit tout ce qu'il a vécu, tout le monde s'est mis à l'aimer. D'accord. Et n'en est resté que quelques flashbacks. Et je me suis dit, non, pourquoi des flashbacks ça va être explicatif et on va pas avoir le temps de s'immerger. Donc moi, j'ai voulu couper tous les flashbacks. On a eu une discussion avec mes producteurs, avec les financiers qui m'ont dit, mais garde-en quelques-uns si jamais, on sait jamais. Et donc, j'en ai tourné quelques-uns, très peu. Mais j'ai quand même tourné avec 2 petites filles et un hamster. Ok. Et c'est pas dans le film. Et c'est pas dans le film. C'est triste parce que les petites sœurs, j'avais écrit aussi des scènes que j'ai jamais tournées ou qui se passaient à l'adolescence où ils se revoyaient de temps en temps. On sent pas ce manque du coup. Moi je trouve que c'est ça qui fait la subtilité qu'il y a aussi dans votre film. C'est un petit peu la recette magique là. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'au montage, tout d'un coup, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que il crée vraiment un effet d'exception, le flashback de Laetitia, parce que c'est comme une madeleine, quoi. C'est comme si elle tombait avec le piano dans un souvenir et qu'elle ne pouvait pas éviter d'être aspirée par ce souvenir. Ouais, mais c'est pas vraiment un flashback
Voilà. Ouais, effectivement. Et du coup, ça a beaucoup plus d'impact sur le moment. Et je me posais la même question aussi sur le montage, puisque le film, il passe d'un point de vue à l'autre aussi. On a l'impression au début d'être vraiment du côté de Mikado, puis le récit bascule sur le point de vue de la famille de Vincent, puis un peu celui de Laetitia, puis ensuite celui de Nuage, avant de revenir vers Mikado. Pourquoi vous avez fait ce choix et comment vous avez géré tout ça, du coup, au montage ? Bah ça, c'était franchement super difficile. C'était le plus dur. Je savais que voilà, que c'était quand même un enjeu du film, quoi. Que je voulais quand même mettre en perspective ce désir de réparation des parents face au désir de liberté, désir de réparation, de protection des parents, et en face le désir de liberté de Nuage et des enfants. Et il fallait que ça soit ça, donc ça voulait dire plusieurs points de vue. Il y avait aussi la normalité et la marge, le point de vue de Vincent sur cette famille, et le point de vue de cette famille sur cette famille normale, cette famille qui a toujours été à la marge et qui se sent jugée par la société, en fait. Donc c'était quand même ça le but du sujet. Après, c'est vrai que le changement de point de vue, c'est compliqué. Je pensais voilà, il y a des cinéastes qui sont, je pense à Asghar Farhadi qui fait ça tellement bien, quoi. Quand on veut faire un film social pour raconter comment on se place dans la société, c'est toujours fort de passer d'un lieu à l'autre, d'un personnage à l'autre, et de tout d'un coup découvrir le point de vue de quelqu'un. Mais c'était difficile et ça s'est fait petit à petit au scénario et au montage aussi. On l'a senti. On a essayé de faire passer ces basculements de façon presque invisible, mais il fallait les assumer. Et bah, c'est vrai cool que aussi c'est un d'avoir film qui votre passe avis de là-dessus. Mikado à Nuage, un peu comme ça, comme un relais. Ouais, bah oui, mais finalement, ça va avec ce que vous voulez dire sur votre film, la première génération avec la seconde. Donc, il y a une certaine logique, je pense, c'est ça qui fait que ça passe très bien aussi. Bah, c'est cool, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, ça a un sens dans le film. C'est vrai. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet, du coup, puisque la dernière fois, donc, vous étiez déjà en train de finaliser Mikado, là, il y en a encore un autre qui arrive ? Ouais, il y en a un autre qui est en train d'être finalisé aussi. Alors, il est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais il est... Voilà, on finit le dialoguer là. C'est une adaptation de Rose Royale, une nouvelle noire de Nicolas Mathieu. Ok. Et ça sera avec Ramzy. Et surprise. Et une comédienne que j'espère qui n'a pas encore dit oui. Donc voilà, pour l'instant, je peux rien dire. Et un petit mot, tant qu'on y est sur le mélange des genres qui est sorti aujourd'hui et que vous avez coécrit. Comment ça s'est passé? J'en ressors tout juste. Moi, j'ai adoré, comme d'habitude. Ouais, toujours très drôle. Et puis, c'est assez fort puisque vous marchez sur des œufs quand même avec cette thématique-là. Et ça va, on n'est pas dans un discours qui irait dans le contraire de ce qu'il veut raconter le film au final. Donc, je trouve ça assez cool. J'espère, je suis contente de votre ressenti parce que c'est vachement important. C'était vachement important. C'est vrai qu'on a eu on a vécu ça avec. On a traité des sujets comme l'école publique privée, les juifs, les arabes, l'identité, j'en sais rien, la religion. Enfin voilà, Michel, il aime bien aller mettre le doigt dans des trucs compliqués où on sait que potentiellement on joue. Enfin, c'est pas qu'on joue avec le feu, mais c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on sait que beaucoup de conneries sont dites. On sait tout le monde est très énervé avec ces questions-là, et on n'a pas envie de. Ouais, on a envie de dire des belles choses. On a envie d'avoir de créer du dialogue. On a envie d'avoir un truc réconciliateur. On a envie que les gens qui sont énervés arrivent à écouter les autres. Enfin, on part avec cette envie-là. Et on est, en plus, en général, on écrit ensemble en n'étant pas forcément d'accord sur tout. Et en se disputant beaucoup. Donc, ça fait plaisir quand on a des retours comme ça. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappeliez, mais on termine toujours donc, par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? Je me rappelle qu'à l'époque, vous m'aviez dit, donc vous m'en aviez donné deux, Petit Enfant, je crois, et Falcon Lake.
Puisque c'était il y a donc... Petite Nature, pardon. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était les derniers au cinéma. Alors là, est-ce que vous en avez vu d'autres depuis? Bon, j'imagine, mais dernièrement. Ouais, c'est une super question parce que j'ai pas... en fait, ça a été tellement chargé que j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma. Ah ouais, j'imagine. Et ça, c'est dur. Enfin, je déteste ça quand je vais plus au cinéma. C'est un vrai manque. Alors, je vais vous répondre... une fois n'est pas coutume. Je vais vous répondre déjà une série parce que c'est vraiment le choc des derniers mois. C'est La Messias. Ok, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a pas longtemps, donc il va falloir vraiment que je la rattrape. Ouais. Oui, parce que franchement c'est une série, mais c'est comme un long film. Et je trouve que c'est d'une beauté. Vraiment, c'est la dernière création dont j'ai été bouleversée, j'ai été jalouse, j'ai eu l'impression que c'était très proche de moi tout en étant incroyablement. J'étais épatée par chaque plan, par le casting, j'ai envie de parler de ça, La Messias, vraiment. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ouais. Et donc c'est une série que vous auriez voulu faire, du coup, j'imagine, comme vous dites, jalouse, entre guillemets. Complètement, j'aurais voulu le faire et en plus c'était même troublant parce qu'il y a des éléments. Ça m'a rappelé un autre film que j'aime énormément, même si il y a des points communs, mais il y a aussi des points pas du tout communs. Mais c'est Mysterious Skin de Greg Araki. Et en fait, il y a des petits points communs. Et il y avait des points communs avec une histoire que j'essayais de raconter. Voilà, des éléments très proches. Parce que c'est quand même l'histoire d'une secte familiale, entre guillemets. Et je travaillais sur un projet il y a quelques années qui parlait aussi de l'enfance isolée et où il y avait vraiment des points communs avec La Messias. Et donc c'est comme si ces réalisateurs avaient réussi à faire ce que je rêvais de faire, mais de façon très peu aboutie. Et eux, ils l'ont porté à l'écran et ils l'ont fait de façon magnifique. Bon. Parce que ces deux réalisateurs, les Ravière, je crois... Je les ai découverts avec ça et je vais regarder tout ce qu'ils ont fait. Bon moi je vais m'y mettre du coup. Oui, là ça fait trop de personnes qui me la recommandent, donc je suis obligé. Vous me direz. Je vous dirai. Merci pour ce conseil en tout cas. Et moi je peux que vous conseiller chaudement le visionnage de votre nouveau film Baya Kasmi, Mikado. Et merci encore Baya d'avoir accepté cet entretien. C'est toujours très très cool et très plaisant de parler cinéma avec vous. Merci, c'est toujours très agréable de parler avec vous aussi. J'espère que vous me rappellerez pour le prochain. Ah ça c'est sûr, je vois pas pourquoi on vous rappellerait pas. Ça marche alors. Allez, on prend rendez-vous. Merci, salut. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Merci à Baya Kasmi d'avoir fait cette interview. Elle a l'air très sympa. Elle est adorable. Et à Simon surtout d'avoir une... Il a l'air moins sympa celui-là. Ah ouais, non, surtout, il change pas de chemise, je sais pas quand tu l'as fait. Mais... je suis assez d'accord. Ah, c'est pour ça l'odeur sur le siège là. On est en radio, hein, on n'est pas... bon bref. Il est maintenant l'heure de voir quel film mérite votre attention parmi tous ceux qui sont sortis cette semaine. Voici l'heure des tops de l'équipe TCS. On commence par le top de chaque chroniqueur, puis viendra le top global de l'équipe. Hugo, quel est ton top 1 de la semaine? Sans réelle conviction, la jeune femme à l'aiguille. La jeune femme à l'aiguille. Florent. Mikado. Costa. Mikado. Raphaël. Et Mikado aussi. Alors moi je n'ai pas de top puisque je n'ai vu vraiment aucun film cette semaine. J'ai vraiment rien fait et en même temps fait trop de trucs. Il y a la Cinéfabrique qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà le top. Voilà le top de l'équipe de cette semaine. En troisième nous avons Voyage avec mon père. En deuxième nous avons La jeune femme à l'aiguille. Et en top 1 nous avons vu Mikado. Est-ce que quelqu'un a vu un film en plus cette semaine ou pas du tout? Pas de nouveauté en tout cas.
pas de nouveauté. Je sais que j'en profite pour faire une petite dédicace. Il y a Lucas qui a vu Dogman et qui voulait absolument qu'on parle de Dogman. Je sais qu'il a mis 5 étoiles sur Letterboxd, je sais qu'il a adoré Dogman. Donc je pense qu'à mon avis c'est un très beau film d'animation. Ouais, pas forcément envie de... Ah, attends, Dogman, quel film? Dogman, le film d'animation. Pas le film de... Ah oui, d'accord. Non, pas le film de Luc Besson. Précise. Pas le film de Luc Besson, le film d'animation Dogman, avec le chien policier, mais qui a la tête du chien et le corps du policier. Et pour dire, j'ai vu avant-hier Napoléon Dynamite et peut-être c'est le réalisateur de Minecraft. Donc, c'est vrai. Et j'ai un très bon film. Vote for Pedro. J'ai adoré ce film, surtout la scène de danse à la fin. Waouh, quoi. Incroyable. Et ben sur ce, tout de suite, il est l'heure de voir qui sera meilleur ce soir. C'est l'heure du quiz animé par moi-même. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que le public est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Quel est le prénom du Glouglou? Ah, le vieux générique. Parce qu'il y a bis Antoine. Le vieux générique parce qu'il y a des vieux. Alors, ce soir, les équipes seront Costa et Raphaël. Avec Costa en chef d'équipe face à Florent et Hugo avec Florent en capitaine d'équipe. Voilà. C'est le bizutage du jeune contre le grand retour du champion. Voilà. Question numéro 1, c'est la question habituelle, vous le savez. C'est dans le titre. Trouvez le titre du quiz de ce soir qui est un jeu de mots entre le mot quiz et un des films que nous avons débattu ce soir. C'est ce qui sonne le mieux, attends. Je suis avec le boss. Sachant que je précise, j'ai la très forte réputation de faire des titres de merde. Ah oui. Voyage avec mon quiz. Là, j'ai pas d'idée, je t'avoue. Vas-y, voyage avec mon quiz. Mais ça la fait rire, du coup. Voyage avec mon quiz. Mika quiz. Et pour vous, c'est Mika Quizdo. Et bah, c'était Mi Quizdo. Bien joué. Je l'ai dit tout à l'heure. Attends, mais je pensais que c'était plus improbable que ça. Tu vois, Hugo aussi. Mi Quizdo. Donc ça fait 1 point pour Florent et Hugo. Et 0 pour Costa et Raphaël. Question numéro 2, musique de la semaine. Dans quel film en lien avec un des films de ce soir se trouve cette musique? Voyage avec mon père. C'est un Dupieux? Non. Pas Voyage avec mon père, non. C'est pas un des films de ce soir, mais c'est en lien avec un des films de ce soir. C'est un film avec Ramzy Bedia? Non. C'est un film où il y a un acteur d'un des films de ce soir qui joue dedans. Félix Moati? Ouais. Le Grand Bain? Oui, le Grand Bain, bien joué. Voilà, j'ai donné l'info tout à l'heure. Et oui, il a donné l'info tout à l'heure, tout était dit. Et oui, c'était Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch. Ça fait 2-0. En or ou en bois. Alors, j'avais prévu 3 en or ou en bois. Mais avec l'interview et le fait que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont participé à l'interview, je sais pas de qui tu parles. Voilà, il y a des en or ou en bois qui vont sauter malheureusement parce qu'il y a des gens qui ont automatiquement la réponse. Donc les points vont pour nous directement. Non, donc du coup on les fait pas. Et on n'aura qu'un seul en or ou en bois ce soir, c'est la réalisatrice du film Voyage avec mon père, Julia von Heinz, possède un lien avec la marque de ketchup Heinz. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, c'est juste que Heinz est allemand. C'est juste le nom de tous les Allemands. C'est américain, tu vois. Attends, moi franchement, c'est quoi? Elle me stresse. Ça serait. Après, non, vas-y, c'est toi le capitaine. Ah, je suis capitaine. Alors, t'es capitaine, mais vous pouvez répondre tous les deux là-dessus. Moi, j'ai pas d'avis, je pense. Enfin, en fait, là, il veut juste dire que si tu réponds de la merde, ce sera pour ta gueule. Est-ce qu'il peut être capitaine en cours de route là? Non, tout à l'heure c'était. Mais pour moi, Heinz, je dirais que c'est ricain et elle est allemande, mais. Pour Hugo et Florent, vous dites quoi? Moi, je pense que c'est un bois. Pour vous, c'est faux, et pour vous? Allez, on dit pour le plaisir, en vrai, c'est vrai. En or, et bah c'était en bois. Voilà. Mais en fait, faut avouer que ça ferait un super bon sponsor pour financer son prochain film. Des grands rêveurs. Donc ça fait 3-0. Va falloir vous revigorer les copains là. C'est une première mission en fait. Franchement, si on marque un point, c'est une victoire. Qui a prononcé la citation suivante? Me voir proposer. Baya Kasmi? Non. Me voir proposer un rôle avec des enjeux, y compris ma judéité. Lena Dunham. Lena Dunham, bien joué. Qui est l'actrice dans Un voyage avec mon père. Ça fait
1-3. C'est déjà une victoire. Allez, c'est parfait. Et on passe au quiz spécial de ce soir. Et parce que je sais que Hugo en a parlé tout à l'heure et qu'il a dit quand il est mis en valeur, il est très bon. On va parler de Ramzy Bedia. Ah oui. Ce soir, le thème du quiz est sur Ramzy Bedia. J'espère que vous avez révisé. Expert. J'espère que vous avez révisé ces classiques. Allez. Qui c'est celui-là? Dans quel film peut-on voir ce personnage? Personnage qui est joué par Ramzy Bedia, je précise. Si je vous dis Curtis Abdelkader. Steak. Non. À la police d'État. Non. Oh. C'est un film qui est réalisé par lui-même et Eric Judor. Ah, seul tout? Seul tout, bien oui. putain. Et oui. Ça fait 4-1 pour Florent et Hugo. Double. Ouais. Un extrait, un film. Dans quel film où joue Ramzy Bedia peut-on entendre cet extrait? Steak. Non. À la police d'État. Non. C'est pas comme ça que je t'ai élevé, Samy, non. La tour infernale. Non. J'espère que tu as honte. Bien sûr que j'ai honte. Mais attends, c'est quoi ça? Les Dalton? Non, c'est un film qui est sorti en 2009. Ok. Ça fait Neuilly sa mère? Non, Neuilly sa mère. Neuilly sa mère, bien vu. Ramzy dans Neuilly sa mère. Oui, Ramzy, il joue le père du gamin qui est décédé et qui est fan de Zidane. Qui est fan de Zidane et qui est mort le même jour. Le même jour, voilà, il est mort parce que Zidane a marqué. Voilà. Donc ça fait 5-1. La question Letterboxd. Quel film avec Ramzy Bedia a reçu cette critique négative sur Letterboxd? Non, arrête. J'ai relevé les meilleures répliques. Non, j'ai relevé les meilleures répliques du film pour que vous puissiez les utiliser dans le but de le faire rayonner à l'international. La tour Montparnasse infernale? Non. Bon bah grosso modo c'est un échec. Bon bah puisque tout le monde est d'accord, il n'y a plus qu'à se composter les saucisses. Les Dalton? Oui, les Dalton. Magnifique. Allez. Ça fait 6-1. Allez. Va falloir c'est chaud, là. relever. Ouais, mais je suis pas. Allez, concentrez-vous. Quel merveilleux film, les Dalton. Question numéro 8, le jeu des synonymes. Quel titre de film où joue Ramzy Bedia se cache derrière tous synonymes? Si je dis tranche de viande à griller. Steak, bah oui. Il m'a touché. J'ai entendu steak du côté de chez Hugo, donc ça fait 7-1. Allez, on se relève les garçons. Hein. Musique de film. Dans quel film où joue Ramzy Bedia peut-on entendre cette musique? Et d'avant. Steak. Non. Ah mais c'est déjà tombé. c'est bien joué. Non, c'est comment ça s'appelle? T'as écrasé la concurrence. Ah si. Coexister. Je crois que je l'ai. C'est Aladdin. Non. À la 2, oui. À la 2. Bien joué. Mais oui, il est dans À la 2. C'est À la 2 avec Kev Adams. Bien sûr. Quelle carrière, quand même, je veux dire. Ça vaut 3, ça. On peut. Petite fête là, c'est le deuxième point. On a fait x2. Excusez-moi, c'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. Casting de film. Quel film où joue Ramzy Bedia possède ce casting? Suivant la rapidité avec laquelle vous allez donner la réponse, vous aurez plus ou moins de points. Ah bon? Voilà, donc ça fera 4, 3, 2 ou 1. Trop fort. Donc pour 4 points, si je vous dis Anne Serra, Thibaut Évrard, Alexandre Philippe. La police d'État. Non. Pour 3 points, si je vous dis Arthur Aspaturian, Patrick Midioni. Non. Rod Parado. Rod Et Dalton. Non. Pour 2 points, si je vous dis Ramzy Bedia, logique. Pascal Arbillot, Sébastien Lalanne. Brutus V.A. César. Non. Pour 1 point, si je vous dis Nicolas Duvauchel, Stéphie Selma. Balle perdue, et oui. C'est vrai. Il est dans Balle perdue. Il est dans Balle perdue. Il joue justement le rôle du commissaire. Ah, si, bien sûr. Il joue le rôle du commissaire qui se fait assassiner. Voilà. Ah ben la fameuse balle perdue. Évidemment. Et on passe au duel time de ce soir. Alors, les duel time de ce soir, vous pouvez gagner. Ah bon? Non, vous pouvez faire ex-aequo. Ah, c'est une victoire. C'était le but. En fait, c'était le but, c'est une stratégie. Comme Trump. Allez, je te laisse, c'est toi. Vous pouvez faire ex-aequo. Vous savez quoi? Non, j'ai même envie. Si jamais vous y arrivez, vous gagnez. Donc ce sera pas 3, ce sera 4 points. Allez, on va faire comme ça. Oh là là. C'est moi qui décide, c'est moi qui présente. Voilà. Donc Simon, ce sera 4 points. Donc je précise, durant le duel time, seuls les chefs d'équipe s'affrontent. Donc seulement Costa et Florent pourront répondre. L'équipe qui arrive en tête peut choisir le thème de son choix, l'autre doit se contenter du reste. Si le chef d'équipe donne la bonne réponse, ce sera 4 points du coup, et sinon s'il donne la mauvaise réponse, il perd 4 points. Donc vous pouvez arriver à -2, donc faites attention. J'ai rien compris, mais c'est pas grave, pas de soucis. T'inquiète pas, ce sera tout simple. Donc Florent, tu es arrivé en tête, les thèmes de ce soir sont mais si, c'était sûr en fait, ou alors, bon, faut le savoir ça. Je vais prendre mes 6, t'es sûr en fait. Ah, j'aurais dû le prendre. T'as pris une question qui me tient particulièrement à cœur. Alors,
À la base, j'avais écrit le quiz pour que ce soit Raphaël qui le lise, parce qu'il était censé le lire, mais du coup, c'est moi qui le fais. Donc, pour bien que tout le monde ait en tête que c'est moi derrière l'écriture de ce quiz, vu que je suis extrêmement prévisible, j'ai décidé de faire une question sur Taxi. Bien sûr. Donc, question. Hormis Ramzy Bedia qui joue dans Taxi 5, quel film dans lequel il a joué ne comporte aucun acteur d'un des films de la saga Taxi entière? C'est impossible. Est-ce que c'est Épouse-moi mon pote? Est-ce que c'est Seul Tout? Est-ce que c'est Youssef Salem a du succès? Ou est-ce que c'est Eno Président? Dans quel film dans lequel il a joué, il n'y a aucun acteur dans toute la saga, qui est également présent dans toute la saga Taxi? Non mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est là que je vais plonger, hein, je crois. Hein. Ah, c'est possible. Taxi 5, moi, il me fait un peu peur. C'est la mer Noire. Je vais tenter, franchement au hasard, hein, parce que là c'est impossible, je pense. Je vais tenter Épouse-moi mon pote. Épouse-moi mon pote, très bien. Costa, oui. Tu as donc le thème numéro 2, le thème, il faut le savoir ça. Alors, parmi toutes ces affirmations sur Ramzy Bedia, laquelle est fausse? Il a été le présentateur de la version française de l'émission Pimp My Ride. Frère. Il a donné sa voix à Zorglub dans Les Aventures de Spirou et Fantasio. Son film Seul Tout a été grandement inspiré par Quentin Dupieux. Ou alors, il apparaît dans le sketch La Police 2 de Mr V. Je l'ai. Ouais, je crois que je l'ai aussi. Je pense l'avoir. En fait, je crois qu'il n'est pas apparu dans la Police 2, mais dans la Police 4 ou 3. Donc, je pars sur l'affirmation de il n'apparaît pas dans la Police de fin. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, en gros. Très bien. Donc, on va revenir vers vous. Florent, alors tu m'as dit que il n'y a aucun acteur de Taxi dans Épouse-moi mon pote. Au hasard, hein, alors, dans Seul Tout, il y a François Damiens qui joue un des méchants dans Taxi 4. Dans Eno Président, il y a Michel Muller qui joue le mari de la femme enceinte dans Taxi 2. Et dans Épouse-moi mon pote, il y a Emmanuel Gourari, qui est décédé très récemment, qui joue la mère d'Emilien dans Taxi 1. Une actrice tout connue. C'est donc Youssef Salem a du succès qui ne possède aucun acteur de Taxi. Et oui, donc vous perdez 4 points et vous redescendez à 4. Loser. Attention Costa, parce que ça se trouve tu peux te prendre un gros karma là. Ouais. Donc, parmi ces affirmations, laquelle est fausse sur Ramzy Bedia? Il a bien été le présentateur de la version française de l'émission Pimp My Ride. Il a bien donné sa voix à Zorglub dans Les Aventures de Spirou et Fantasio. Et le film Seul Tout a bien été inspiré par Quentin Dupieux. Effectivement, il est dans la Police 3 et pas dans la Police 2. Mais attendez, parce que le Bernabéu, il est là, la remontada, elle est là. Il a interprété Zorglub. En vrai, il a pas donné sa voix, il l'a interprété en tant qu'acteur. Il a doublé aussi. Il a doublé aussi. Il a doublé dans la série animée aussi. Ça veut tricher là. Non, bah donc tellement il a justice. En fait, c'est mal payé. Et l'équipe adverse perd 4 points, donc résultat, ça fait 6-4 et c'est une victoire inattendue de Costa et Raphaël. C'était une stratégie. C'était une stratégie. Tout était prévu depuis le début. Tu prendras ton billet après, Maxime, bien sûr. Eh bien, écoutez, sur ce, merci à moi d'avoir écrit ce quiz, voilà, qui était de toute beauté. On passe désormais aux traditionnelles recommandations de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Un petit tour de table. Hugo, quelle est ta recommandation? D'abord, je recommande pas les quiz de Maxime, c'est affreux. Question sur Taxi. C'était sûr. Non, je recommande le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us, qui est pour moi très bien amené. Même malgré quelques défauts, on peut le souligner. Et donc j'ai beaucoup aimé cet épisode et j'ai hâte de la suite. Et ceux qui critiquent Bella Ramsey sur son physique, allez manger, je sais pas, du cacao, voilà. C'est à la hauteur de tes chroniques. On passe sur Florent, quelle est ta recommandation? Alors moi c'est l'album Welcome to Mali de Amadou et Mariam. Voilà, il y a donc Amadou Bagayoko qui nous a quitté le 4 avril dernier. Donc c'est voilà une manière de lui rendre hommage et aussi de conseiller un album qui est hyper représentatif de ce qu'ils sont. Ça sera voilà, une bonne porte d'entrée. D'ailleurs, le premier morceau, il a été notamment coproduit par Damon Albarn, donc fondateur de Blur, notamment de Gorillaz. C'est une bonne porte d'entrée si vous voulez découvrir. C'est une musique tellement organique, tellement vivante, tellement... Enfin, c'est vraiment unique en son genre, et donc ça vaut le coup de l'écouter. Costa, quelle est ta recommandation? Je suis allé écouter l'album et j'ai adoré. Ouais. Donc, voilà. Ma recommandation, c'est une application qui s'appelle Beeper. Et en fait, en gros, tout simplement, Beeper, c'est incroyable parce que, ok, imaginons, quelqu'un a désinstallé TikTok. Il se croit fort parce que du coup, il a plus accès à TikTok et donc c'est plus un
il est plus lavé au cerveau par tout ça, quoi. Le problème, c'est qu'il y a Instagram encore, où il y a les réels. Et Beeper, en fait, en gros, rassemble toutes les messageries des réseaux sociaux en une application. Sans que tu accèdes par mégarde à des vidéos, des réels, tout ça. Et c'est génial parce qu'en fait maintenant, là, en vrai, depuis une semaine, depuis que j'ai l'application, en fait, même plus du coup, en fait, je sens bien que je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux à me bousiller la tête à des réels, tout ça. Et en fait, juste je réponds et je perds pas du temps parce que, enfin, c'est vraiment génial comme application. Après, elle est en début de développement. Donc parfois il y a des mini bugs, mais c'est que le début, franchement, voilà. Et c'est gratuit en plus. J'ai une question du coup, t'as touché combien pour l'OP? C'est peut-être un cut de la vidéo où t'en parles. Hein. Il y aura un truc collaboration commerciale. Raphaël, quelle est ta recommandation? Moi, c'est la chaîne de Morgan J, et plus particulièrement ces vidéos dans lesquelles il met des extraits de sa tournée. Là, actuellement, il est à Paris. Non, le 26 avril, il est à Paris, à l'Alhambra. Mais du coup, dans ses tournées, il va pas mal voir le public. Donc, c'est un humoriste américain. Et il a un micro-vocodeur parce qu'il fait pas mal d'humour avec de la musique. Ah, c'est lui. Et il pose des questions à des gens, il interagit avec eux, mais il y a le vocodeur en même temps et c'est extrêmement drôle. Donc voilà. J'ai trop marrant ce mec, il est trop marrant, j'adore. Et pour ma part, moi, je vais faire une recommandation que j'aurais dû faire il y a 2 semaines pour l'émission spéciale voiture et que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Au fait, vraiment, j'ai donné les chroniques, j'ai donné les recos à tout le monde et moi, je l'ai pas faite. Donc du coup, j'en profite pour la faire maintenant. Il faut vraiment aller voir ça. C'est le projet de l'objectif 500 km/h de Sylvain Live sur YouTube. C'est excellent. Franchement, j'adore ce mec parce que vraiment, il arrive et il a dit OK. Alors après avoir mis un moteur de plus de 1000 chevaux dans une Fiat Multipla, je vais prendre une Xantia et la faire monter à 500 km/h sur le circuit du Mans. J'ai rien compris. Non mais voilà, c'est juste incroyable. Il faut aller voir ça. Si vous êtes fan de bagnole ou même sans être forcément fan de bagnole, c'est amateur de sensations fortes garantie vraiment. Et si on est team Pierre Chabrier parce que je suis le seul en fait. Il y a des gens qui sont team Pierre Chabrier. Il y a plus personne. Non. Non. Pierre Chabrier. Moi je suis pas de team. Ça veut dire que tu as mal regardé ma recommandation parce que j'avais déjà recommandé la vidéo justement ma réponse à Pierre Chabrier. Christophe Mante. Ah ouais, merde. Mais voilà. Merci du conseil. Il est malheureusement l'heure de fermer les portes de cette émission. Merci, un immense merci à tous mes chroniqueurs, donc Hugo, Florent, Costa et Raphaël d'avoir été présents. Merci également à Yanis et Simon d'avoir été là en régie et sans qui cette émission ne serait pas possible. Un grand merci à Baya Kasmi d'avoir accordé cette interview et d'être venu nous parler de son film. Si l'émission vous plaît toujours autant, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes et les réseaux sociaux. Instagram et YouTube, notamment pour revoir nos émissions, et aussi on est sur Deezer et Spotify parfois de temps à autre, donc n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions. La semaine prochaine, c'est une émission présentée par Marie, cette fois-ci qui revient, peut-être, pour nous parler avec 3 nouveaux films. On aura Sinners de Ryan Coogler, on aura Le mélange des genres de Michel Leclerc et on aura Oksana, pas notre chroniqueuse mais le film, de Charlène Favier. Et on se quitte sur une autre musique que nous avait proposée Marie, à savoir Discipline de Wamen. Et The Cinema Show, c'est tous les mercredis de 19h à 20h30 et c'est encore un peu maintenant. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mentir c'est pas beau. Te dire je t'aime, c'est pas pareil, mais en vrai c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. T'as un corps de rêve, viens je te dévore comme un petit gâteau. Ma disquette est bateau. Tout ce qu'ils veulent c'est prendre le dessus. Moi je le sais que t'es pas si têtu. Loin d'être soumise, tu seras jamais docile. Ce que j'aime chez toi, c'est que ce sera jamais facile. Difficile, tu sais. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai qu'elle est pure, son corps est une discipline. Moi, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars, difficile, tu sais. Elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai qu'elle est pure, son corps est une discipline. Moi, si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars. Ne perturbe pas mon cœur avec tes dires. Mon corps ne répond pas à tes désirs.
Fais le show devant tes gars, mais t'es timide. Oh, sois lucide. Les mecs comme toi ont besoin d'une fille clean. Car on te sait, t'as tourné dans toute la ville. Je préfère avoir la répute d'une fille facile qu'un mec qui se donne 5 minutes de douche comprise. Difficile, tu sais, elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai qu'elle est pure, son corps est une discipline, mon ref. Si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars, difficile, tu sais, elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai qu'elle est pure, son corps est une discipline, mon ref. Si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars. Son caractère me fascine, c'est vrai qu'elle est pure, son corps est une discipline, mon ref. Si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars, difficile, tu sais, elle me tue, son caractère me fascine, c'est vrai qu'elle est pure, son corps est une discipline, mon ref. Si tu la veux, faudra jamais qu'elle s'incline pour toi. Difficile, mon gars. C'est pas beau, c'est pas beau. Dis le merde, ce que vous dites sur nous. Vie facile, c'est faux. De mentir sur nous, c'est pas très beau. Ce que vous dites sur nous. Vie facile, c'est faux. De mentir sur nous.